toutes et à tous. On va essayer de commencer à l'heure. On a 10 petites minutes de retard, mais on va la rattraper dans le temps. Bon, merci de votre présence. Je remercie également M. Yannick Roudot, qui est un emploi du temps très pris, mais qui nous fait plaisir d'être présent ce matin avec nous pour une conférence dont le thème est un monde en devenir ou la nouvelle renaissance. On a une partie conférence et je vous propose ensuite qu'il va durer 1 heure et ensuite il y aura une partie échange. Donc soyez productifs dans vos questions. Merci à tous et bonne matinée. Bonjour, donc je vais commencer dans 2 minutes, juste ça dure un peu plus d'1 heure. Je suis désolé, ça va être un peu plus long que ça. Ne vous inquiétez pas, ça passe vite. C'est pas douloureux, généralement ça passe très vite. Avant de commencer, je vais très rapidement me présenter pour que vous compreniez l'angle d'attaque que je vais utiliser. En fait, avant de travailler dans le développement durable et travailler sur toutes les questions de stratégie d'entreprise qui peuvent être soutenables et durables, je viens d'un autre monde, je viens de la finance. J'ai travaillé pendant 15 ans dans la bourse, Journal des finances, BFM, Bloomberg, j'étais journaliste boursier, financier, j'ai pu le dire de la bourse à 18 ans. Et pendant plus de 15 ans, j'en ai fait mon métier, ce qui m'a donné une bonne connaissance du système économique mondial, les marchés matières premières, etc. Je connais assez bien, j'ai spéculé, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire en bourse. Et puis en 2006-2007, il y a eu la crise du subprime. Et là, j'ai commencé à prendre conscience que ce que je faisais au quotidien, que mes activités de spéculation, en fait, ne faisaient que précipiter, 1, l'expulsion de millions d'Américains de leur foyer, et 2, finalement, j'étais en train de cautionner quelque chose que je dénonçais au quotidien, c'est-à-dire tous les excès du système et toute la spéculation. J'avais une femme très engagée dans le développement durable et petit à petit, elle m'a mis une graine. Mais pendant plusieurs années, je n'ai pas voulu l'écouter, je n'ai pas voulu l'entendre. Elle, c'était une bisounours écolo qui n'avait rien compris à la vie. Moi, je savais comment l'économie mondiale marchait. Donc c'est moi qui avais raison. Et puis un jour, tout ça, ça a volé en éclats et j'ai décidé de changer de métier, changer de vision. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous tenir un discours qui est à la fois financier, économique, écologique. Et ce n'est pas un hasard, parce que vous verrez au fil de l'intervention que si on veut changer le monde, parce qu'il s'agit bien de ça, il s'agit de changer le monde, tous à notre niveau, eh bien, il va falloir adopter ce triptyque. Ce n'est pas que les écologistes qui peuvent changer les choses, ce n'est pas que les gens qui font de l'économie, ce n'est pas que la finance, il faut avoir une vision globale de la situation. Alors, je ne sais pas si on peut atténuer le bruit du micro. Voilà. Allez, un petit Arsène. Donc voilà un peu, grosso modo, ce qui m'amène à être là aujourd'hui. En termes d'activité aujourd'hui, donc je co-dirige un cabinet de conseil en développement durable, de stratégie durable. On est 3, on est un petit cabinet, on le restera. Et je publie des livres sur le sujet. Donc j'ai publié l'Alter Entreprise il y a 4 ans. Et en 2013, j'ai publié un nouveau livre qui s'appelait la Nouvelle Controverse, où je parle de la Renaissance et je vous en parle un petit peu ce matin. Donc la conférence que je vais tenir ce matin, c'est pas du copier-coller par rapport à ceux qui sont venus à Biarritz il y a 6 mois. C'est un peu différent. Il y a des choses communes, bien sûr, parce que la pensée reste la même, mais il y a du nouveau. Voilà pour les présentations. Si vous le voulez bien, on va commencer. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Cette histoire, celle de l'île de Nauru. Je ne sais pas combien de personnes parmi vous connaissent l'île de Nauru. Nauru, c'est une petite île du Pacifique. Et pourquoi je vous parle de Nauru? Parce que c'est un cas extrêmement intéressant. Nauru, jusqu'au XVIIIe siècle, vit paisiblement des tribus qui vivent là, qui ne connaissent pas la civilisation, entre guillemets. Et puis, un bateau hollandais accoste à Nauru. Et un des capitaines ramasse un caillou qu'il ramène en Australie. Et au bout de quelques années, on fait des analyses de ce caillou et on se rend compte que c'est du phosphate. Et là, l'avenir de Nauru va complètement changer. Les Hollandais débarquent, les Anglais débarquent, ils commencent à exploiter, avec l'accord des tribus locales, le phosphate de l'île. Et puis, l'exploitation se développe au XIXe siècle. Début XXe, ça prend des proportions très importantes, très intéressantes, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est vraiment une mine de phosphate exceptionnelle à Nauru, et c'est la seule mine du Pacifique qui a encore autant de phosphate. En 1960, le gouvernement de Nauru, prenant conscience qu'on est en train d'exploiter sa terre locale et que ce phosphate vaut beaucoup d'argent, décide de privatiser, de reprendre le contrôle de ces mines, et on exploite Nauru. Et que se passe-t-il? Les cours du phosphate montent sur les marchés internationaux, les habitants de Nauru s'enrichissent, et ils deviennent tellement riches qu'ils ne payent plus d'impôts, ils n'ont plus besoin de travailler. On fait venir des femmes de ménage de l'étranger qui viennent faire le ménage dans les maisons. Et que se passe-t-il à Nauru dans les années 70-80? Le PIB par habitant de Nauru est aussi élevé que celui de l'Arabie Saoudite. C'est une vraie puissance comme une monarchie pétrolière. Ils sont extrêmement riches. Les habitants ne payent plus d'impôts, gagnent de l'argent sans rien faire. Ils achètent des voitures de luxe. On construit une piste d'aéroport. On construit une route qui fait 20 km. Et sur les 20 km, ils s'amusent à faire tourner leur Ferrari, leur 4x4 Cayenne. Ils achètent tous les objets luxueux du monde entier. Bref, ils deviennent des oisifs, riches, opulents. Et aujourd'hui, Nauru, c'est quoi? Eh bien, c'est une île en déperdition totalement. Parce que le jour où ces mines de phosphate ont commencé à s'appauvrir, ce qui s'est passé dès les années 80, Nauru s'est retrouvé sans aucune ressource. Plus d'argent, plus de phosphate, plus rien.
et n'ont jamais investi dans l'avenir, qu'elles ont toujours été guidées par le court terme. Et aujourd'hui, nos rues, c'est quoi? C'est des habitants qui ont une espérance de vie de 55 ans, 60 ans, rongés par le diabète, le cholestérol, parce qu'on mange du McDo, on regarde la télé, on zappe en buvant du coca, mais on ne fait plus rien. Et nos rues, aujourd'hui, c'est une heure de déperdition, dont les seules ressources financières aujourd'hui, c'est le blanchiment d'argent, c'est l'argent mafieux, c'est devenu un paradis fiscal à travers le monde. Pourquoi je vous parle de nos rues? Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, à mon avis, on vit le syndrome de nos rues, mais au niveau planétaire. On est en train d'exploiter les ressources naturelles sans aucune vision moyen-long terme, sans aucune stratégie, sans aucune économie. Et le résultat est que dans quelques décennies, on va se retrouver comme les Nourians, avec certes beaucoup de richesses matérielles accumulées à court terme, une forme d'oisiveté, on profite, on aura développé l'opulence, l'économie, mais que restera-t-il après? Plus rien. Donc ce syndrome de nos rues, c'est extrêmement important de l'avoir en tête parce que je vais vous parler aujourd'hui d'un modèle économique qui est une norme, un modèle mondial que personne ne remet en cause, qui est le modèle de développement qu'on va dire capitaliste, entre guillemets. Et ce modèle, il repose sur quoi? Il repose sur la ponction, l'accès illimité aux matières premières. Il faut bien comprendre que toute notre économie occidentale, et puis qu'on a exporté ces 20 dernières années à la Chine, à l'Amérique du Sud, donc on peut dire que c'est l'économie mondiale qui fonctionne comme ça, l'économie mondiale fonctionne sur l'exploitation des matières premières parce qu'on a un accès illimité à ces ressources. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que cet accès illimité pose problème parce qu'il n'est pas limité du tout. Je vais prendre l'exemple du pétrole pour commencer. On a basé toute l'économie occidentale et toute l'économie moderne sur une ressource principale qui est le pétrole. Le pétrole, c'est le transport, c'est le plastique, c'est la transformation, c'est l'énergie. L'essentiel de notre énergie vient du pétrole et du gaz naturel, son corollaire, et un peu du charbon. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on sait que le pétrole va finir par manquer. Est-ce qu'on a passé ou pas passé le fameux peak oil, le moment où les ressources commencent à décroître? Bon, il y a des débats, grosso modo, on sait que de toute façon, si on continue comme ça, il n'y en aura plus assez dans quelques décennies. Ou alors il va être tellement profond, tellement cher à extraire, que ça va coûter 150 $ le baril, 200 $ le baril, et ça aura une répercussion sur notre pouvoir d'achat immédiat. Donc ça pose problème. Et la spirale infernale du pétrole, c'est qu'aujourd'hui, ayant basé une économie sur un pétrole très cher, eh bien, plus l'économie repartira dans les prochaines années si elle repart, parce que je ne crois pas du tout, hein. Mais si le PIB mondial repart fort, la demande de pétrole va augmenter. Si la demande de pétrole augmente, sachant que les ressources, elles, sont limitées, les cours du baril vont flamber sur les marchés. Et si le cours du baril monte à 150, 160 $, ça freine l'économie mondiale. C'est la récession. On voit le plein d'essence en ce moment à 1,55 €. Imaginez que ce soit 2 € le litre ou 2,50 € le litre. Le transport routier souffre, les consommateurs vont plus dans les hypermarchés, etc., etc. C'est la réaction en chaîne. Donc on a basé un modèle économique sur une ressource qui nous coûte de plus en plus cher, qui sera de plus en plus rare. Il y a 20 ans, vous ne l'avez pas connu, vous étiez trop jeune, et quand j'ai démarré dans la finance, le baril de pétrole était à 10 $. 10 $ le baril, en 1990. Et à l'époque, on pouvait effectivement développer une économie mondiale sur de l'or noir, parce qu'à 10 $ le baril, tout le monde pouvait en acheter, le transformer à un prix très bas. Aujourd'hui, on est dans les 100, 110 $ le baril sur les marchés internationaux. Il suffit qu'il y ait un problème en Égypte qui commence à naître, la Suez, les cours peuvent monter à 120 facilement. Un scout israélien qui tombe sur une centrale iranienne par hasard, qu'est-ce qui se passe? Le baril monte à 200 ou 250 $. Et là, l'économie mondiale s'arrête. Donc on est dans le mythe d'une croissance linéaire, infinie. L'économie mondiale doit croître, on ne parle que de croissance, que de PIB. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a les ressources, on a l'impression que les ressources sont infinies, qu'on va continuer à consommer, transformer des ressources fossiles. Eh bien ce mythe de la croissance infinie dans un monde fini, il va s'écrouler dans les prochaines années, inévitablement. Pourquoi? Parce que vous le voyez sur ce slide, il n'y aura plus assez de zinc, de cuivre, de plomb, de nickel pour tout le monde. Et en face de ça, vous avez une demande mondiale, asiatique notamment, qui explose. Comment voulez-vous, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le comprendre, nourrir, loger, habiller, déplacer 7 milliards d'habitants, voire 9 milliards en 2050, de la même manière, avec les mêmes vêtements, avec des ressources limitées, voire en voie de disparition? C'est tout simplement impossible. On est dans un mythe qui va voler en éclats dans les prochaines années. On fait croire aux gens que tout le monde va consommer la même chose, manger la même chose, avoir les mêmes voitures, les mêmes énergies, et tout ça avec une Terre qui est de plus en plus petite. La problématique, c'est que même s'il y en avait assez pour l'Asie et pour l'Occident, c'est que vu la pénurie annoncée des matières premières dans les 20-30 prochaines années, les prix vont flamber. Qui fait les prix sur les matières premières? C'est les marchés financiers. On n'a pas la main sur le prix. C'est les marchés qui font le prix. C'est eux qui décident. Ils anticiperont la pénurie, les prix grimperont. Les prix grimperont, c'est de l'inflation. L'inflation, c'est de la récession, puisque c'est de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Je vais venir après. Hormis le pétrole, on a bien sûr les terres rares, dont on parle régulièrement. Pourquoi je parle des terres rares aujourd'hui? Parce que les terres rares, comme leur nom l'indique, c'est
des métaux, des minerais très très précieux, et on les trouve où ces terres rares? Dans nos smartphones, dans nos ordinateurs. Qui fait le cours des terres rares aujourd'hui? C'est la Chine, puisqu'ils contrôlent 90% de la production des terres rares, parce que c'est une production extrêmement polluante. Ils font ça en Mongolie intérieure. Et aujourd'hui, les Nokia, les Siemens, les Apple sont dépendants du cours des terres rares. Donc si demain le néodymium, le terbium, ou des noms comme cela, grimpent fortement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos téléphones portables deviendront inaccessibles. Vous voyez à quel point la notion de ressources fossiles conditionne toute la chaîne économique. Tout ça m'amène à un constat qui est extrêmement important, c'est qu'on est rentré dans une phase de profond changement de la société, et l'un des fondements de la société occidentale est en train de s'effriter, c'est celui qui fait croire aux gens qu'on peut continuer dans la voie de l'obsolescence programmée. Alors l'obsolescence programmée, c'est quoi? Alors, vous en avez sûrement entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, vous savez ce que c'est, parce que vous la vivez tous les jours. L'obsolescence programmée, c'est ni plus ni moins que la société du jetable. On a basé l'économie mondiale depuis 1950 sur quoi? Sur le jetable. On ponctionne des ressources naturelles fossiles, on les transforme et on les jette. Avec des rejets souvent polluants, c'est là où ça pose problème aussi. Comment on en est passé d'une économie où on était assez respectueux des ressources, ou en tout cas on prenait ce dont on avait besoin, à l'obsolescence programmée au jetable? C'est extrêmement simple. C'est en 1930, pendant la Grande Dépression américaine, vous avez tous vu peut-être les films de Charlie Chaplin, les temps modernes où les gens font la queue, 25% de chômage, la misère américaine, ou les livres de Steinbeck, sur l'Amérique des années 30. Grande misère, grande pauvreté, c'est les conséquences de la Grande Dépression économique de 1930, suite au krach boursier. Et vous avez un homme qui s'appelle Bernard Landon, qui voit ses contemporains dans la misère. Et ce Bernard Landon a une idée révolutionnaire. Parce qu'il faut bien comprendre que dans les années 30, vous achetez une Ford ET, elle était noire, celle que vous achetez 10 ans après, elle était encore noire, elles avaient toujours la même forme, le marketing n'existait pas, et c'était du super solide, c'est des voitures qui pouvaient durer des années et des années. Et Bernard Landon fait le constat que si on veut créer du travail, si on veut sortir les Américains de la misère, eh bien, il faut faire des produits jetables, de façon à ce que les usines tournent et qu'elles créent de l'emploi. Idée révolutionnaire et des génies. On passe d'une société durable, où tout ce qui sort d'une usine peut durer 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est indestructible, à la société du jetable. Et en 1930, Ford, etc., n'écoute pas Bernard Landon, personne ne l'écoute. Il va voir M. Ford et lui dit « Mais arrêtez de faire des voitures noires qui ont toutes la même forme. Faites du rouge, faites du rose, faites du jaune, changez la coupe, créez le besoin. » Et finalement, Bernard Landon, en 1930, invente le marketing. Si vous avez une vingtaine d'années, pour vous, le marketing, c'est évident. Vous êtes né dans le marketing. Mais le marketing n'a pas toujours existé. C'est une invention récente, le marketing. Créer le besoin chez le consommateur, lui donner envie d'acheter et de jeter, c'est extrêmement récent. Ça date des années 50. Landon l'invente en 1930. Personne ne l'écoute. Vous connaissez la suite, on se fait la guerre. Seconde Guerre mondiale. Retour de guerre, les Américains exhument les écrits de Bernard Landon, et là ils se disent, mais extraordinaire comme idée. On va développer l'économie américaine et on va être les maîtres du monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent le plan Marshall en Europe et on crée le marketing, on crée la réclame à l'époque, on appelle ça la réclame, et on crée la société de consommation. On en arrive à l'obsolescence programmée, la société du jetable. Et pourquoi l'obsolescence programmée fonctionne? C'est extrêmement simple. Parce qu'en 1950, qui consomme et qui a des matières premières? En 1950, il y a 2 milliards d'habitants sur Terre seulement. Aujourd'hui, on est 7. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'essor démographique qui pose problème. 2 milliards d'habitants, sur ces 2 milliards d'habitants, il y en a 1 milliard à peine, les Occidentaux, qui consomment. Et les autres ne consomment pas les matières premières. Si vous avez voyagé dans des endroits reculés du monde, les gens consomment très peu de matières premières. Ils vivent de rien, quasiment. Ils vivent surtout de produits naturels qui ne polluent pas, qui rejettent. Enfin, il y a de plus en plus de plastique, malheureusement, mais leurs besoins sont assez limités. Qui consomme beaucoup? C'est nous, les Occidentaux. Et comme on n'est que 1 milliard à consommer toutes les matières premières du monde, et qu'en plus on a colonisé les pays producteurs de matières premières, issus des conquêtes des conquistadors, on a conquis l'Amérique latine, on a conquis l'Asie, on a conquis l'Afrique, on est les colons, on pille, on prend, on se sert et on transforme. On est dans des ressources illimitées. 1990, la Chine s'ouvre, enfin, se réouvre au monde, puisqu'elle s'était fermée pendant 2 siècles seulement, elle revient, elle reprend sa place. Et là, que se passe-t-il? On se rend compte qu'on n'est plus 1 milliard à vouloir toutes les matières premières, qu'on est 3, 4, 5, bientôt 7 milliards, et bientôt 9 milliards si on continue, à vouloir aussi la part des matières premières. Et c'est là que s'effondre aujourd'hui le mythe de l'obsolescence programmée, parce qu'on ne peut plus avoir un accès illimité à ces ressources qui sont le fondement de notre économie. Il faut bien comprendre que la société du jetable ne fonctionne que si on a un accès illimité aux matières premières. Et ça, c'est terminé. Il y a des privatisations en Bolivie, en Argentine, un peu partout. Et 2, ces pays-là, c'est leur tour, ils veulent aussi développer leurs économies, et comme ils copient le modèle qu'on leur a développé,
eh bien, ils sont en train de ponctionner les ressources fossiles. Et là, on se rend compte que ce n'est plus possible, il n'y en aura pas pour tout le monde, ou pas à un prix bas de gamme. Donc le jetable vit ses dernières heures, on n'aura pas le choix. On est obligé de sortir du jetable, parce que le prêt à jeter, c'est un luxe qu'on a pu se payer pendant 50 ans, 1950, 2000, on va dire, grosso modo. Et depuis 10 ans, eh bien, l'économie mondiale connaît des soubresauts, on va de crise en crise, et on s'étonne que ça ne reparte pas. Maintenant, parce que dès que ça repart, le prix des matières premières monte, et dès que le prix des matières premières monte, et bien derrière, c'est les prix à la caisse qui augmentent, et vu que les salaires diminuent parce que le monde est ouvert et qu'il y a une compétitivité sur les salaires avec le Bangladesh, l'Asie, la Corée du Sud, la Thaïlande, etc., les gens s'appauvrissent, j'y viendrai après, donc il ne peut pas y avoir de reprise économique. On est dans une impasse. Une impasse qui est liée à notre conception de l'économie basée sur la ponction et la transformation des matières premières jetables. Et la problématique, c'est que les choses ne vont pas s'arranger dans les prochaines années. Donc j'étais un peu pessimiste pendant une demi-heure, mais c'est volontaire parce qu'il faut ouvrir les yeux. Et après, on va rebâtir le monde ensemble. D'abord, on va enterrer celui-là. Et pour tourner la page, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, on a une crise écologique en toile de fond. Et cette crise écologique, elle n'a pas pour conséquence que la disparition d'espèces animales et végétales. À la rigueur, si vous n'êtes pas écologiste, vous dire, bon, moi les oiseaux, les petits poissons, les têtards qui nagent dans la rivière, je m'en fous pas mal. Ce qui compte, c'est que je développe mon entreprise. Alors, vous balayez ça du revers de la main. Mais quand vous avez une pensée globale, transversale, et que vous comprenez que l'écologie va impacter le cours des matières premières, va impacter l'accès aux matières premières, va générer des conflits géographiques, des conflits militaires, etc., là, c'est toute l'économie qui part en déliquescence. C'est tout notre modèle. Pourquoi ? Eh bien, aujourd'hui, on a la certitude, on le sait, que les variations climatiques extrêmement violentes que l'on connaît ont un impact direct sur les prix alimentaires. Ça, c'est le premier constat, il est facile à constater celui-là. Quand le cours du blé monte ou que le cours du maïs monte, qu'est-ce qui se passe ? C'est des émeutes dans les pays arabes notamment. La dernière flambée des prix du blé, c'était avant le printemps arabe, ça a failli déclencher un printemps arabe avant celui qu'on a eu. Parce que les gens n'avaient plus de quoi faire de la semoule de couscous, etc. C'est dramatique. Donc ça a un impact immédiat. Deuxième chose, cette crise écologique avait entraîné une hausse des températures qu'on ose imaginer. Vous connaissez sûrement Nicolas Stern, qui a été mandaté par le Royaume-Uni pour faire un rapport sur les dérèglements climatiques en 2006. Et en 2006, Nicolas Stern prévoyait une hausse de 2 degrés des températures d'ici la fin du siècle. Déjà, 2 degrés, c'est assez important. Et récemment, là, cette semaine, dans le Guardian, s'il a pris la parole à Davos il y a 2 jours, au sommet mondial de Davos, et il a dit « Je me suis complètement trompé. En fait, c'est pas 2 degrés, c'est 5 à 6 degrés qu'on va avoir. C'est bien pire que je ne le pensais. Pourquoi ? Parce que vous, dirigeants du monde, vous ne faites aucun effort. On ne fait rien. On attend que ça arrive. On avance, mais trop doucement, trop lentement. Et les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, la Banque mondiale, plein de chercheurs s'accordent à dire c'est pas 2 degrés que nous prenons, c'est 4 à 5 degrés de hausse avant la fin du siècle, voire sur les 30-40 prochaines années. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La NASA a fait une étude récemment. Sur les 9 dernières années, on a les 8 années les plus chaudes qu'on ait jamais connues. Et la problématique de tout ça, c'est quoi ? Vous allez voir la complexité de l'écologie. C'est que la banquise est en train de fondre à une vitesse inégalée, jamais vue. C'est une photo de la NASA qui a été prise en 1980, la photo du haut. Vous voyez la banquise en blanc. Et vous avez la même banquise en bas, photo prise cet été, à la même période, 30 ans après. Bien, que se passe-t-il ? La banquise fond extrêmement vite l'été. Vous me direz, c'est dommage pour les pingouins, les ours blancs et les phoques. Mais ça pose un vrai problème qui va tous nous concerner. C'est que la fonte de la banquise, c'est la fin de l'effet miroir. La banquise joue un rôle de miroir sur la planète. C'est-à-dire que les rayons du soleil viennent taper sur la banquise, ils repartent en partie. Ce qui fait qu'on limite le réchauffement climatique parce que la banquise joue un effet miroir. Vous supprimez la banquise, les rayons du soleil tapent. Et on rentre dans une spirale de hausse des températures accentuée par la disparition de la banquise. Ça, c'est le premier effet. Donc là, on va vers 4-5 degrés de hausse et la banquise disparaît complètement l'été et finit par disparaître complètement toute l'année. Parce que ça, on ne sait pas ce que ça va donner. Deuxième élément, c'est que la banquise, c'est un régulateur des courants aériens et des courants marins. Le jour où la banquise disparaît, on n'est pas assuré que le Gulf Stream passera encore le long des côtes occidentales. On n'est pas assuré que les courants atmosphériques qui permettent d'avoir un climat tempéré en Occident seront encore là. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, il y a des gens alarmistes. Alors, on n'a aucune certitude parce qu'on a du mal à prévoir la météo sur 48 heures. On le vit tous. Alors, prévoir ce qui va se passer quand la banquise va disparaître, on est un petit peu dans de la science-fiction. Mais n'empêche, certains font des prévisions assez alarmistes en nous disant eh bien, si le Gulf Stream disparaît, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'hiver, on aura moins 30 degrés en Bretagne. Et ici, là, à Biarritz, vous aurez 55-60 degrés l'été.
Vous imaginez? Alors bien sûr, on peut mettre de la clim, il faut de l'énergie. Et surtout, problème agricole. Qu'est-ce qu'on cultive avec 60 degrés l'été? Tout brûle. C'est le désert, c'est le Maroc. Pour ceux qui sont déjà au Maroc en plein été à Marrakech, il fait chaud en plein soleil. Hein. Moins 30 l'été en Bretagne. La Bretagne couvre que 8% de ses besoins énergétiques aujourd'hui pour se chauffer l'hiver. Moins 30, il faut que tout le monde ait de quoi produire de l'énergie dans sa maison parce qu'on ne pourra plus sortir, on ne pourra plus... Vous voyez toutes les conséquences, les réseaux de transport, c'est des conséquences économiques bien réelles, ces changements climatiques. Ce n'est pas que de la faune et de la biodiversité. Et la problématique, c'est que ces changements, 4-5 degrés de hausse en 50 ans, certains qui sont sceptiques, les climato-sceptiques, me disent régulièrement « Oh mais attendez, depuis que l'homme, on s'est toujours adapté, c'est pas la première fois que le climat change. » Certes, mais il y a deux éléments que vous pouvez leur apporter, vous pouvez leur opposer. Première chose, on n'a jamais été 7 milliards avec un dérèglement climatique comme celui-là. Les derniers grands dérèglements climatiques, il y avait 1 milliard d'individus sur Terre, grand maximum. Ce qui fait que quand on ne pouvait plus manger dans le sud, on montait dans le nord et inversement. Il y avait des migrations. L'homme était nomade, alors il bougeait. Et il s'adaptait. Faites bouger 7 milliards de personnes. Il y a déjà 3 Roumains qui arrivent aux portes de l'Europe, c'est la pagaille. Non mais sérieusement. Parce que si vous mettez 60 degrés à Marrakech l'été, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les gens du Maghreb vont monter. Et est-ce que vous êtes prêts à ouvrir grand les portes en disant allez-y, venez, bienvenue? Vu le climat actuel, j'en suis pas sûr. Ça va être compliqué. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, un dérèglement climatique d'une telle ampleur de 3, 4, 5 degrés en 50 ans, jamais la nature n'a fait face à ça. C'est-à-dire que les espèces animales et végétales n'auront pas le temps de s'adapter. Acidification des océans, stock de poissons qui diminue, des abeilles qui peuvent disparaître, etc. Réactions en chaîne qui sont écologiques, économiques, sociales, sociétales. C'est la spirale infernale qui est enclenchée. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et qu'on soit écologiste ou pas, il faut en prendre conscience parce que ça a un impact sur notre vie, ça aura un impact sur notre vie, ça aura un impact sur la vie de nos enfants et ça aura un impact sur l'économie. Donc on en est là aujourd'hui. Et pour montrer à quel point on ne prend pas conscience des effets négatifs de notre aveuglement économique à toujours vouloir faire plus sans considérer l'environnement qui est autour de nous, c'est une photo qui a été faite par l'Agence européenne spatiale. Alors c'est une reconstitution. Tous les petits points, vous voyez la Terre, tous les petits points, c'est des déchets spatiaux. C'est les déchets des satellites qui sont envoyés dans l'espace. Et tout ça, pourquoi? Pour vous dire que c'est assez symbolique, c'est qu'en l'espace de 40 ans, on a réalisé un bond technologique inégalé dans l'histoire de l'humanité, c'est la conquête spatiale. À l'histoire de l'humanité, c'est énorme, hein. 40 ans, c'est une goutte d'eau dans l'histoire de l'humanité. On a réalisé la conquête spatiale. Et en 40 ans, on a réussi à polluer l'espace. C'est quand même énorme, ça aussi. On est extrêmement fort. Alors, vous imaginez si l'espace est aussi pollué, ce que ça donne sous terre? Alors, il y a plein de jolies photos comme ça, où les enfants se baignent dans les ordures. Et ça m'amène à un constat qui n'est pas de moi, mais qui est extrêmement intéressant, de Jared Diamond. Pour ceux qui le connaissent peut-être, c'est un chercheur américain qui est géologue, anthropologue. Il fait beaucoup d'études sur la géologie et il travaille sur l'effondrement des civilisations via la géologie et via l'écologie. Et Jared Diamond a publié un livre qui a été très très controversé en 2005, ça s'appelait Effondrement, Collapse. Et pourquoi il est très controversé? Parce qu'il fait peur à tout le monde. Donc comme on ne veut pas voir la réalité, et qu'on ne veut surtout pas avoir peur, il dit aux gens, c'est très simple, l'humanité est engagée dans une course entre deux attelages. Il y a l'attelage de la durabilité, c'est celui de penser autrement, envisager l'économie autrement, envisager l'industrie autrement, envisager nos relations autrement. Donc ça, c'est réinventer le monde, et c'est tout à fait possible. Et puis il y a l'autre attache, c'est l'autodestruction, qui semble être la voie dominante, la voie dans laquelle on s'acharne depuis quelques décennies, puisque tout le reste, il ne faut pas en parler. Et aujourd'hui, comme il dit, les deux chevaux courent à la même vitesse, il y en a un des deux qui va gagner la course. Pour l'instant, c'est encore ouvert. Mais plus le temps passe, moins le premier, celui de la durabilité, a des chances de gagner. Donc il faut agir vite. Et comme le dit Jared Diamond, j'ai 61 ans, quand mes enfants auront mon âge, ça sera réglé de toute façon. C'est-à-dire d'ici 2050-2060, de toute façon, ça sera réglé. On saura où on en est. Voilà le constat de Jared Diamond. Extrêmement pessimiste, peut-être réaliste, je ne sais pas. Moi je vous le livre, hein, peut-être qu'il est. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est que tout ça peut s'inverser. C'est-à-dire que l'erreur fatale, ça serait de se dire, tout est foutu, on laisse partir les choses, et puis profitons-en pendant qu'on est encore vivant, et puis les autres se débrouilleront. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au contraire, malgré ces défis qui se présentent à nous, qui sont à la fois écologiques, économiques, sociétaux, géopolitiques, on a la capacité d'inverser les choses, de faire des choses un peu partout dans le monde. Il y a des initiatives, que ce soit au niveau de l'énergie, que ce soit au niveau de la consommation, les choses commencent à bouger. Et il y a une vision que j'aime beaucoup, c'est la vision d'un monsieur suisse qui s'appelle Søren Ekman, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Il me disait, mais finalement, le CO2 dans l'atmosphère, est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un problème si on raisonne avec notre façon de raisonner aujourd'hui. Il y a trop d'émissions, et ces émissions, il faut qu'on les freine, certes. Mais on n'arrive pas à les freiner. Parce qu'on continue tous à rouler, à prendre l'avion, prendre le train, à consommer la même chose, donc on n'y arrive pas. Alors lui, il inverse le problème en disant, et si ce CO2, c'était une matière première gratuite
Et si on pouvait s'en servir? Changement de prisme. J'ai une problématique. Au lieu de mettre le CO2 sous terre, d'essayer de l'enfouir, comme essaye de le faire Total à Lac par exemple, pourquoi ne pas aller capter ce CO2 dans l'atmosphère? Vous mettez du carbone avec des polymères, vous fabriquez du plastique. Et pourquoi pas? On a des ingénieurs qui sont tout à fait capables de trouver des solutions. Mais ça veut dire qu'il faut penser à bâtir des tours, des cheminées qui vont aspirer le CO2, remettre l'oxygène dehors, garder le carbone. C'est des innovations, il faut juste le décider, le vouloir, l'envisager. Et on a tout intérêt à avoir cette vision qui est assez iconoclaste, qui va à l'encontre de la pensée unique. Pourquoi? Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si on monte à 5 degrés de température, on va avoir tous les sols gelés, ce qu'on appelle le permafrost, en Russie par exemple, en Sibérie, tous les sols gelés qui gardent prisonniers des tonnes, des milliards de tonnes de méthane emprisonnés depuis la préhistoire, qui vont être relâchés parce que les sols vont fondre. Et là, c'est le cataclysme, c'est plus 5 degrés, après on ne contrôle plus, on ne sait pas ce qui se passe. Donc on a tout intérêt dès aujourd'hui à développer des technologies pour mettre des capteurs de CO2 qui, quand ces sols vont fondre, s'ils fondent, on récupère ce méthane et on le transforme très vite. Et on fait de l'énergie. Ou alors on la transforme. Et il y a des solutions, ça ouvre des opportunités. Donc tout ça pour vous dire que tout n'est pas foutu, mais comme le dit Pierre Rabhi, un monsieur philosophe que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas encore lu, Pierre Rabhi dit à juste titre, si on continue comme ça, c'est le dépôt de bilan planétaire assuré. Il y a un moment, il y en aura. Ça sera la fin de la fin. Et les conséquences de cette crise du système basée sur l'obsolescence programmée et basée sur la destruction d'un environnement naturel, sans discernement, un aveuglement suicidaire, comme dirait Jared Diamond, il nous emmène dans quoi? Il nous emmène dans des conséquences économiques et sociales bien réelles. Conséquences économiques, on a vu Sandy aux États-Unis, à New York, il y a quelques semaines, c'est 36 milliards de dollars. Faites le corollaire avec la France, on nous demande de faire des économies depuis 2 ans, des plans d'austérité. Si demain il y a une méga tempête qui passe sur la région parisienne, si ça ne touche pas Paris, on ne réagira pas. Donc il faut que ça touche Paris. Imaginons que Paris soit touché par un séisme ou par une tempête colossale et qu'il y ait 40 à 50 milliards de dégâts. Où est-ce qu'on va trouver l'argent encore? On n'a déjà plus d'argent pour payer la couverture sociale des plus pauvres. Et là, on est en train de remettre en cause les allocations chômage. Il va falloir faire des efforts. L'écologie, ça a des conséquences économiques et sociales extrêmement fortes. Ça, il faut en prendre conscience. En Asie, on a déjà calculé que pour gérer les conséquences du réchauffement climatique, ça va être 40 milliards de dollars par an. Les inondations de Bangkok l'année dernière, ça a eu des répercussions sur toute la chaîne des fabricants de pièces informatiques et de pièces automobiles. L'économie mondiale patine parce qu'il y a des inondations à Bangkok. Et ce n'est que Bangkok. Les réfugiés climatiques, je vous en ai un peu parlé en introduction, ça coûte. Il va falloir trouver de la place, il va falloir les loger, il va falloir les aider, ou alors il va falloir les refouler. Ça, c'est le choix. C'est un choix politique. Mais ça ne va pas être gratuit. C'est des coûts. Et à Pékin, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez suivi l'actualité de la Chine, ils parlent d'airpocalypse. C'est assez joli comme nom. Airpocalypse, pourquoi? Parce que le taux de pollution de l'atmosphère de Pékin et de Shanghai est 40 fois supérieur à ce qu'on autorise aujourd'hui en Europe. Les gens sont dans la rue avec des masques, les enfants sont cloîtrés dans des écoles et ne peuvent plus sortir pendant la récréation. Les gens sont invités à rester chez eux. À cause de quoi? À cause d'un brouillard humide et d'une pollution, on appelle ça le smog, le mélange des deux, smog plus le fog, une pollution telle que les gens ne peuvent plus sortir. Vous imaginez? Et c'est toute l'économie chinoise qui en pâtit. Et aujourd'hui, Pékin va réagir, et je pense que la Chine sera beaucoup plus écologiste que nous assez rapidement, parce qu'ils sont allés tellement vite dans la destruction de leur environnement naturel qu'ils vont devoir inverser les choses, pas pour sauver la biodiversité, comme je vous disais, ou pour sauver la faune, parce que économiquement, c'est en train de bloquer l'économie chinoise. En décembre 2011, l'aéroport de Pékin a été fermé 5 jours à cause du smog. 5 jours sans avion qui décolle. Vous imaginez la deuxième économie mondiale qui se retrouve bloquée, plus d'avions, des gens qui ne peuvent plus aller travailler, des usines qu'on est en train de fermer parce qu'elles polluent trop. On est vraiment dans du coût économique. On n'est pas du tout dans de l'idéologie uniquement écologiste. C'est vraiment, là, on est dans l'économie. Et puis les conséquences sociales plus près de chez nous en France, on les connaît, c'est la précarité énergétique. Il y a comme de plus en plus de gens qui ne peuvent plus payer leur chauffage en fin de mois. Et ça, c'est aussi une des conséquences des dérèglements, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, le coût d'extraction, le coût de transformation est de plus en plus élevé. Donc il faut changer de modèle économique inévitablement, ne serait-ce que pour ces raisons-là. Les conséquences d'une hausse des prix des matières premières liées à la pénurie, et tout ça lié à un modèle économique basé sur l'obsolescence extrêmement immédiate et importante, que je vais relier avec ce que je viens de dire, c'est la baisse inévitable du pouvoir d'achat des ménages occidentaux. Les matières premières fossiles coûtent de plus en plus cher et coûteront de plus en plus cher.
Peut-être pas à court terme, peut-être pas dans 2 mois, dans 3 mois, parce que là il y a une spéculation sur les marchés financiers et ça fait des vagues. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Mais si vous regardez la tendance des cours des matières premières depuis 10 ans, on est dans un couloir haussier. Avec 7 milliards d'habitants qui veulent consommer la même chose, c'est extrêmement simple, le couloir va continuer à monter. Des matières premières qui montent, des salaires qui ne peuvent plus augmenter du fait de la compétition internationale entre pays, une ponction fiscale qui augmente à droite à gauche parce qu'on a un État-providence qui coûte cher et on ne s'en est même pas rendu compte, donc on a gâché depuis 50 ans beaucoup d'argent. Le résultat est, l'addition c'est quoi? C'est que les gens s'appauvrissent par la force des choses. Et là ça pose un problème, parce que si les gens s'appauvrissent, ce qui est le cas en France, il suffit de regarder autour de nous, il y a de plus en plus de gens qui ont des difficultés financières, eh bien si les gens s'appauvrissent, derrière c'est tout un modèle économique qui est remis en question, parce que notre modèle économique, une fois encore, il est basé sur quoi? Il est basé sur la consommation à outrance, l'hyperconsommation, et finalement les classes moyennes occidentales qui sont nées dans les années 50, c'est nos parents, peut-être vos parents, c'est ceux qui avaient 20 ans en 1960 qui se retrouvent avec un revenu, une maison, le jardin, la voiture, le pavillon au bord de la mer, etc. Eh bien ça c'est exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, et c'est terminé. Parce qu'ils ont eu la chance de s'enrichir tout au long de leur vie, et quand ils s'enrichissaient, il y avait de l'inflation qui mangeait leurs dettes. Parce que l'inflation détruit votre dette. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir d'inflation. Enfin, aujourd'hui, il y a une inflation qui revient par les matières premières, donc une inflation qui nous pénalise, mais les salaires ne peuvent plus suivre l'inflation. Ce qui était le cas dans les années 70. Les salaires accompagnaient l'inflation. Donc le résultat est que vos salaires stagnent, le coût de la vie augmente, austérité en Espagne, au Portugal, en Grèce, pour redresser les comptes publics parce que les marchés exigent, à juste titre d'ailleurs, qu'on ne dépense pas l'argent n'importe comment. Donc je ne fais pas le procès des marchés financiers, c'est juste que c'est eux qui ont la main maintenant et qu'eux veulent une réponse tout de suite. Alors on donne la réponse, on baisse les salaires grecs de 25%, de 30%, et on dit aux Grecs, mais consommez pour relancer l'économie grecque. Une fois encore, comment voulez-vous que le citoyen grec consomme avec un salaire qui diminue de 30%, avec des pensions retraite qui sont divisées par 2, avec un système hospitalier quasi inexistant parce qu'on n'a plus d'argent, avec des transports publics qu'on privatise et donc on va augmenter le taxe, etc., etc. Sans vouloir politiser le débat, c'est juste un constat, ça ne peut plus fonctionner. Donc baser l'économie mondiale sur l'hyperconsommation en appauvrissant les gens, c'est l'impasse, voire le chaos en fin de course. Et aujourd'hui, il y a des articles qui fleurissent comme quoi le FMI aurait fait une boulette. Finalement, l'austérité, ce n'était pas la solution. Et ça me fait doucement rire parce que quand on est rentré en phase d'austérité en 2009, on était quelques-uns à dire mais c'est du grand n'importe quoi. Alors il y a un grand monsieur qui l'a dit très tôt, c'est Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, un autre qui s'appelle Nouriel Roubini, qui depuis le début disent mais arrêtez de faire de l'austérité, vous êtes en train de faire des saignées médiévales. Il est malade, on lui coupe le pied, on le fait saigner, on est sûr de le tuer. C'est exactement ce qu'on a fait au niveau économique depuis 3 ans. Et là on commence à s'en rendre compte. Et pourquoi on s'en rend compte? Parce que les marchés financiers, très pragmatiques, qui à l'époque ont exigé qu'on réduise la dette, mais ils n'ont pas dit comment, ils ont juste dit on veut que vous réduisez vos dettes, que vous réduisez vos dépenses, aujourd'hui disent au FMI et aux dirigeants, mais arrêtez l'austérité, allez pas trop vite, parce que là vous êtes en train de tuer la croissance dans l'œuf, il n'y aura plus de reprise de la consommation. Donc après la crise de la dette, c'est une crise de l'économie réelle dans laquelle on entre en ce moment. Donc tout le monde fait cocorico, la crise de la dette européenne c'est terminé, ça va mieux sur les marchés financiers, le CAC 40 est en hausse, depuis une semaine, là c'est le pétard, ça y est c'est allumé, c'est parti. On est en janvier, c'est assez courant, on dirait. Mais la problématique, c'est que d'une crise financière, maintenant on va rentrer dans une vraie crise économique. Une vraie crise de l'économie réelle, c'est-à-dire des gens qui vont déconsommer, une décroissance des économies occidentales, et là, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus douloureux, parce que quand les gens prennent des nouvelles habitudes, ils ne les changent pas forcément. Et la fin de l'hyperconsommation, finalement c'est tout la fin d'un modèle économique. On est vraiment arrivé à cette rupture de l'histoire, on est en train de refermer une parenthèse de 50 ans. 1950, 2000, 2010, c'est terminé. On rentre en phase de croissance modérée, voire nulle, voire décroissance. Et encore, je n'ouvre pas le débat sur la croissance, parce que quand j'entends tous les matins le PIB, la croissance, c'est complètement absurde. Le PIB ne veut rien dire. Le PIB, c'est un indicateur obsolète qui a été inventé dans les années 40, en 45, je crois, de mémoire. Et qui veut dire quoi? Qui veut dire que plus on fait tourner des voitures, plus il y a d'embouteillage, plus on consomme du pétrole, donc plus on fait du PIB. Alors les États-Unis sont le premier PIB de la planète. Mais vous connaissez le taux de mortalité infantile aux États-Unis? Ils sont en 21e place. Donc si les États-Unis sont un pays riche, avec un taux de mortalité qui est à la 21e place, il y a quand même un hiatus. Il y a un problème. Si on base la richesse sur autre chose que le PIB, les États-Unis ne sont plus du tout en tête. Donc cet indicateur, et une fois encore Joseph Stiglitz avait travaillé dessus, avait revu cet indicateur, l'avait élargi, l'avait modifié. Des indicateurs de bien-être, d'éducation, des indicateurs sanitaires, niveau scolaire, ça c'est pas pris en compte dans le PIB. Le PIB c'est uniquement
combien on vend, on transforme. Point. Et la problématique, c'est que cette rupture, elle est brutale, elle est violente, parce qu'on a tout basé sur ces classes moyennes qui pouvaient consommer, pouvaient s'endetter, parce que quand elles n'avaient plus d'argent pour consommer, c'est-à-dire dans les années 90, les salaires stagnaient parce que la Chine ouvrait les vannes de ses usines, et bien qu'est-ce qui s'est passé? On a dit aux Américains, endettez-vous. Ils se sont tellement endettés pour consommer à crédit qu'il y a eu la crise du subprime derrière, avec tous les excès que vous connaissez. Et le résultat est qu'aujourd'hui, le modèle américain s'est plié, et le modèle occidental s'est plié aussi. Les gens se désendettent, bah oui, bien sûr, ils consomment moins, et la machine ne peut pas repartir. Et la machine marche très bien en Asie, en Amérique latine, parce que là, c'est tout le contraire. Les gens ne sont pas endettés, ils ont des salaires qui augmentent, et ils veulent accéder au même standard de vie que nous, c'est tout à fait normal. Donc là, il y a une très forte croissance. Mais pendant combien de temps? Si eux n'inventent pas non plus le modèle économique de demain, ils vont se retrouver confrontés aux mêmes difficultés que nous dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Il ne faut pas se leurrer, on est tous sur le même bateau avec des décalages dans le temps, parce que certains pays rattrapent en 20 ans ce que nous, on a fait en 50 ans. Et d'ailleurs, on le voit dans les statistiques, la croissance ne repart pas. Bien que je dis vraiment entre guillemets, parce que la croissance, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est quelle croissance? Qu'est-ce qu'on entend par croissance? En tout cas, si on reste sur le PIB mondial ne repart pas. Et ça ne repartira pas. Et derrière, enfin, le PIB mondial, oui, il peut repartir au niveau mondial, parce que vous avez des pays très dynamiques, mais quand on parle de l'Occident, ça patine, et ça risque de patiner longtemps. Et tout ça pose des questions de sens extrêmement importantes, parce qu'aujourd'hui, vous avez plein de jeunes qui font médecine, qui s'interrogent, qui se disent d'accord, bon, on va faire médecine en Espagne, au Portugal, voire en France, bac plus 10, 2000 € par mois, 80 heures par semaine, bonjour le système. Et vous avez à travers le monde des gens qui s'interrogent de plus en plus sur les fondements, la légitimité de ce modèle économique. Et aux États-Unis, par exemple, il y a eu l'année dernière les indignés de Wall Street. Cette petite fille qui tient un panneau dans les mains, qui dit « Nous sommes les 99%. » Vous savez qui sont les 99%? Les 99%, c'est 99% d'Américains qui se partagent ce qui reste, parce qu'il y a 1% d'Américains qui accaparent plus de la moitié des richesses produites. La moitié du PIB profite à 1% d'Américains, ce qu'on appelle les ultra-riches. C'est les multimillionnaires, c'est les Warren Buffett, les Bill Gates. Voilà. Ces gens-là, ils s'accaparent l'essentiel des richesses, et les autres, comme ils disent, comme des indignés qui envoient leurs enfants en Afghanistan, qui envoient leurs enfants en Irak pour faire la guerre, ils se partagent les miettes. Et ça, c'est nouveau, parce qu'entre 1920 et 2000, grâce à l'American Way of Life, la politique américaine, qu'est-ce qui se passait avec l'État-providence? Eh bien, tout Américain pouvait partir de zéro et finir en haut de la pyramide. C'était le rêve américain que vous connaissez tous. Aujourd'hui, c'est fini. Le rêve américain est cassé. La société américaine est clivée en deux. Il y a des gens très très riches d'un côté et il y a des gens de plus en plus pauvres de l'autre côté. Et la classe moyenne américaine est en train d'être écrasée, étranglée. Et ça, les Américains sont en train d'en prendre conscience. Ils commencent à douter de leur modèle. J'entendais une émission récemment où des Américains disaient « Mais avant, vous viviez tous ensemble, les pauvres, les riches, mais on va tous les moyens de s'en sortir. » C'est pour ça qu'ils sont assez durs d'ailleurs. Ils disaient « Si tu veux t'en sortir, tu peux t'en sortir. Donc pas de couverture sociale. C'est pas nécessaire. Il suffit de travailler. » C'est l'esprit américain. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. Ils se disent, même en travaillant, même en faisant des efforts, je ne peux plus accéder à la classe au-dessus. Il y a un couvercle, c'est fini. Ça pose des questions sur la pérennité de ce modèle et surtout sur la capacité des gens à courir après, à alimenter un modèle qui finalement ne répartit plus bien les richesses. Il y a beaucoup d'économistes qui ont travaillé dessus. Vous pouvez voir Emmanuel Saez, par exemple, qui est un Français qui a travaillé sur la distribution des richesses aux États-Unis. En 10 ans, George W. Bush a réussi à gommer 100 ans de progrès, grosso modo. Et tout ça pose des vraies questions. La vraie question, c'est est-ce que l'indignation à travers le monde, notamment auprès des gens de votre âge, va se développer, va se répandre? Et je pose souvent la question aux dirigeants d'entreprise, je dis pourquoi les jeunes de 20 ans aujourd'hui s'indigneraient ou ne s'indigneraient pas? Pourquoi ne pas s'indigner finalement? Qu'est-ce qu'on vous propose comme avenir? Alors je vais être un peu caricatural, c'est assez simple. On vous propose un salaire moyen à la sortie de l'école, parce qu'il ne faut pas rêver, c'est dur, c'est la crise. 2, on va vous dire, vous ne pouvez pas vous loger sur la côte, là, c'est hors de prix maintenant. Je ne vous parle pas de ceux qui habitent à Paris, c'est pareil. Le centre-ville, c'est fini. Moi, j'habite à Nantes. Un couple de jeunes, ingénieurs ou ingénieurs commerciaux, ne peuvent plus se loger en centre-ville. C'est pas possible. Donc, tu vas prendre une voiture, tu vas aller loger à 30 ou 40 km dans la Pampa, là, acheter un petit pavillon sur un terrain. Et puis, comme tu n'as pas beaucoup d'argent, parce que tu n'as pas un gros salaire, tu vas acheter une petite voiture, genre une Dacia. Elle n'est pas très solide, hein, donc il va falloir faire attention. Mais toi, tu vas faire tes 400 km par semaine, donc un plein d'essence par semaine, avec des petits revenus à 30 km de la ville. Et puis, il va falloir que tu travailles beaucoup parce qu'il faut sauver l'euro, donc il faut payer les dettes. Et puis, il faut payer les retraites de papa et maman, qui eux gagnent 3 000, 4 000, 5 000 € la retraite. C'est normal, ils ont beaucoup travaillé. Et puis, il faut payer des impôts parce que l'État, il n'a plus d'argent. Mais voilà, il faut que tu le fasses. Bel avenir, hein.
J'aimerais pas être à votre place. Bon, j'exagère, parce qu'après on va changer le monde. Mais si on reste dans ce modèle, voilà ce qu'on propose. Et comment voulez-vous que les gens ne s'indignent pas? On est juste à côté de l'Espagne, et je pense que vous allez tous en Espagne régulièrement. Et encore, la Catalogne et le Pays Basque espagnol, ce n'est pas les régions les plus touchées par la crise économique. Hein. Mais dès que vous descendez un peu plus bas en Espagne, vous savez quelle est la situation. Hein. Un taux de chômage de 50% chez les jeunes, objet de vie chez papa et maman jusqu'à 45 ans, et on les appelle les minoristas, 1000 € par mois. C'est devenu le Pérou. Voilà, jusqu'à quand ça va tenir ça? Ça ne va pas tenir éternellement. Donc avant de devenir optimiste, je vais être encore pessimiste, et j'enfonce le clou une dernière fois. Il faut bien comprendre qu'on est en train de tourner une page historique dans l'histoire de l'humanité. On va tourner une grande page. Et pourquoi on va tourner cette grande page? Parce qu'on n'a pas le choix, comme vous l'aurez compris. Tous les piliers de notre économie sont en train de s'effriter, sont en train de s'effondrer. Et ce qui est important de comprendre, c'est que le modèle économique, le modèle de société dans lequel on est, il n'a que 50 ans. Donc c'est extrêmement fragile. C'est une étincelle à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Il ne faut pas croire que c'est indéboulonnable ou que les choses ne vont pas changer. On va voir que ça va changer inévitablement parce qu'on va refermer la petite parenthèse. Et pourquoi on va fermer cette petite parenthèse? Alors là, je vais me baser sur les travaux de Jared Diamond. Jared Diamond, il a étudié l'effondrement des grandes civilisations de Mésopotamie, Vikings, Mayas, etc. Et à chaque fois, dans l'effondrement de ces grandes civilisations, à chaque fois, il a trouvé 5 facteurs clés qu'on retrouve partout. Et ces 5 facteurs d'effondrement, la mauvaise nouvelle, c'est que là, ils sont réunis au XXIe siècle. En début du XXe siècle, les 5 facteurs d'effondrement sont réunis. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une civilisation particulière qui est visée. C'est le village-monde. C'est l'humanité avec un grand H. La vie sur Terre, notre façon de vivre, est menacée par ces 5 facteurs. Et quels sont-ils? Alors Jared Diamond dit, attention, on est vraiment un animal suicidaire. Homo sapiens, il n'y a pas plus suicidaire que lui, et il n'y a pas plus cruel. Donc il est temps qu'Homo sapiens fasse une métamorphose intellectuelle, comme le dit Edgar Morin aussi, une métamorphose philosophique, parce que là on va droit dans le mur. Alors quels sont ces 5 facteurs? Le premier, c'est qu'Homo sapiens est capable d'infliger des dommages irréversibles à son environnement. Et comme je vous disais, depuis 50 ans, on a eu un essor économique considérable, mais on a pollué d'une manière considérable. Ça, c'est le problème. Il va falloir réconcilier l'économie, notre idée de la croissance, si on doit parler de croissance, parce que c'est un autre débat, avec l'environnement naturel. On ne peut pas continuer à polluer autant. C'est destructeur. Pourquoi c'est destructeur? Parce que derrière la pollution, derrière la destruction de l'environnement, c'est l'accès aux ressources naturelles, lesquelles, je vous le rappelle, font tourner la machine économique. Quand toute l'eau potable est polluée, contaminée, qu'est-ce qui se passe derrière? Ça coûte cher, l'eau dépolluée, d'une part, et puis c'est des maladies, et sur le long terme, c'est des gens malades, donc c'est un coût pour la société. La pollution atmosphérique, c'est la même chose. Tout ça est économique, hein, c'est pas qu'écologique. Deuxième facteur qui est réuni, qui est en place, c'est le dérèglement climatique. Toutes les grandes civilisations qui ont périclité ont fait face à un dérèglement climatique, qu'elles soient responsables ou pas responsables de ce dérèglement. La question n'est pas de savoir si l'homme est responsable du dérèglement climatique, la question est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait. Les gens qui sont encore à savoir si c'est vous ou pas vous qui, avec vos voitures, faites un trou dans la couche d'ozone ou faites fondre la banquise, ils ne répondent pas à la question. Ça les empêche de répondre à la vraie question. Donc ils sont bien contents d'alimenter ce débat qui est complètement stérile. La question, c'est pas est-ce que l'homme est responsable, la question c'est qu'est-ce que l'homme peut faire face à un événement inédit dans l'histoire de l'humanité, qui est ce dérèglement extrêmement rapide. Et toutes les civilisations ont fait face à ces dérèglements climatiques. Certaines ont connu la désertification, c'est la Mésopotamie. Hein. C'est difficile à imaginer, mais la Mésopotamie, donc Irak, Koweït, Iran, toute cette partie-là, il y avait des arbres, il y avait des forêts. Il y a eu des grandes forêts. Et puis l'activité humaine, qu'est-ce qu'elle a donné? Eh bien, on a déboisé. D'abord pour bâtir, très bien. Puis après, on a déboisé parce que l'homme étant cupide par nature, il a voulu conquérir plus de territoire, il a déboisé pour construire des navires de guerre. Et puis il a tellement déboisé que le désert a gagné. Et aujourd'hui, c'est du désert. Vous voyez la conséquence économique et climatique comme quoi c'est lié. Alors, cette carte que vous voyez de l'Australie, pourquoi je vous la montre? Parce que ce dérèglement climatique, vous voyez la petite tache violette au milieu, tout au centre, non, vous ne la voyez pas, le projecteur n'est pas assez puissant. Mais il y a une petite tache violette au milieu de la carte. Cette petite tache violette, c'est une nouvelle couleur qui a été inventée par la météorologie australienne la semaine dernière. C'est pour les températures supérieures à 54 degrés. Alors pour l'instant, c'est un 20e de l'Australie. Il y a un petit rond violet au milieu. C'est une nouvelle couleur. Mais dans 10 ans, ça sera combien? Et s'il y a 55 degrés là, ça veut dire qu'il y a 50 degrés à côté. Hein. Et qu'il y a 45 un peu plus loin, donc vous imaginez.
l'Australie est rentrée dans une phase de réchauffement extrêmement violente qui va avoir un impact agricole mondial, puisqu'on connaît la capacité de l'Australie, enfin son poids agricole mondial. Troisième facteur, eh bien, le troisième facteur de fin d'une civilisation, il découle des deux premiers. Quand l'environnement est dégradé, que l'accès aux ressources est donc entamé et qu'il est accentué par des règlements climatiques, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on renoue avec des conflits militaires, et que ce soit en Afrique en ce moment, parce qu'on est en guerre au Mali, il ne faut pas l'oublier, hein, la France est en guerre, que ce soit en Asie, partout, je disais encore hier, toutes les puissances asiatiques sont en train de s'armer, que ce soit les Japonais, les Chinois, les Thaïlandais, les Birmans, tout le monde investit, parce que tout le monde se dit, mais quand il n'y aura plus assez d'eau, plus assez de matières premières, autant que je sois armé, ne serait-ce que par dissuasion. Pas forcément pour faire la guerre, mais pour empêcher les autres de m'attaquer. Des conflits militaires qui reviennent, et c'est exactement ce qu'on vit depuis 20 ans, Irak, Iran, Afghanistan, maintenant Afrique. Quatrième facteur qui découle des deux autres, eh bien, c'est que quand le conflit militaire commence à ressurgir, quand les ressources naturelles deviennent de moins en moins accessibles, qu'est-ce qui se passe? Les alliances diplomatiques et commerciales se délitent tranquillement. Et regardez ce qu'on vit dans la zone euro depuis 4 ans. On vit ni plus ni moins qu'un délitement de l'Europe. Et qui dit que l'Europe va survivre à la crise actuelle? On n'a pas la réponse. Soit l'Europe devient plus forte, on devient plus solidaire, et on crée un espace économique, fiscal, social uni, soudé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, soit l'Europe se délite complètement. Mais on est dans cette phase d'incertitude. Et le cinquième facteur, qui n'est pas le moins intéressant, il est intéressant, c'est un facteur psychologique. C'est que les élites de la civilisation menacée mènent une politique de caste car elles sont incapables d'envisager la fin de leur monde. Elles sont incapables d'envisager le monde d'après et elles s'accrochent, elles s'obstinent à poursuivre une voie qui se traduit par des politiques financières, sociales qui profitent à une minorité, lesquelles précipitent l'effondrement, parce que ça finit par une révolution, une rébellion, des gens qui craquent. Et que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde de la finance? Dans la finance, c'est ni plus ni moins qu'une politique de caste, hein, ce qu'on mène depuis 5 ans. Tout est fait pour protéger la finance. Alors bien sûr, on n'a pas le choix. Si vous laissez tomber les banques, je parle des grandes banques internationales, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de crédit aux entreprises, il n'y a plus de crédit à la consommation, c'est la crise de 29 bis, donc on n'a pas le choix. Et à côté de ça, donc on remet de l'argent dans le circuit pour que les banques survivent. Mais cet argent, est-ce qu'il revient dans l'économie réelle? Non. C'est extrêmement difficile de trouver des crédits aux entreprises aujourd'hui. Si vous êtes en bonne santé, on vous prête de l'argent. Mais si vous êtes fragile, on ne vous en prêtera pas. Notamment avec la réglementation BAL 3, qui va pousser les banques à réduire leur profil de risque, pour le dire techniquement. C'est-à-dire quoi concrètement? Que les banques prêteront moins en moins d'argent aux entreprises. L'économie réelle, dans les prochaines années, va devoir trouver des financements autres que les banques. Alors, on verra pas que la bonne nouvelle, c'est que les gens commencent à se prêter entre eux, en peer-to-peer. Et la problématique aussi, c'est que, pour voir cette politique de caste, alors, c'est pas le scénario du complot du tout. Mais il n'empêche, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'au niveau mondial, qui prend le pouvoir politique depuis 10 ans? Ce sont les banques d'affaires américaines. Les grandes banques d'affaires comme Goldman Sachs, par exemple, mettent leurs hommes à eux partout, aux postes clés en Occident. Qui est le ministre des Finances aujourd'hui des États-Unis? Le secrétaire d'État au Trésor, Timothy Geithner, c'est un ancien de Goldman Sachs. Son prédécesseur, Tom Hanks, est un ancien de Goldman Sachs. Son prédécesseur, Robert Rubin, qui est l'artisan de la déréglementation financière aux États-Unis en 86, est un ancien de Goldman Sachs. Mario Monti est un ancien de Goldman Sachs. Mario Draghi à la BCE est un ancien de Goldman Sachs. Le nouveau gouverneur de la Banque d'Angleterre est un ancien de Goldman Sachs. Alors c'est pas l'anti-Goldman Sachs primaire, hein, j'ai rien contre ces gens-là. C'est juste le fait que c'est comme si en France, le ministre des Finances était issu de la BNP. J'ose même pas imaginer le résultat. On aurait une politique économique, BNP. Une fois encore, je n'ai rien contre la BNP, mais un banquier qui gère les affaires de l'État, il gère comme un banquier, zéro risque. Le résultat est là aujourd'hui, c'est que tout est fait au niveau occidental, parce que c'est différent dans les autres pays, mais au niveau occidental, tout est fait pour préserver la sphère financière et préserver les intérêts des banques d'affaires américaines, et européennes aussi, parce qu'elles en profitent. Donc comment voulez-vous qu'il y ait une réforme financière de fond avec des hommes qui prennent des décisions de toute façon en faveur des marchés et en faveur des banques? Ça ne marchera pas. Et pour montrer à quel point on va trop loin dans cette caste financière et dans cette sphère financière ultra protégée, c'est qu'on développe des techniques de gestion, de spéculation qu'on appelle le trading haute fréquence, où aujourd'hui, vous passez des... Vous savez ce qu'on fait? On prend les meilleurs ingénieurs des écoles françaises, de Polytechnique, de Centrale notamment, et autres, et on leur dit, va pas travailler dans l'industrie, tu vas être mal payé, tu vas gagner 2000 €, et puis en plus, c'est un peu ennuyeux. Moi, j'ai un truc beaucoup mieux à te proposer, c'est les salles de marché. Viens dans la finance. Dans la finance, tu vas être embauché à 5000 € pour commencer,
tu vas avoir des bonus en fin d'année, et au bout de 5 ans, tu as ta Porsche, ta Ferrari, ton 200 mètres carrés avec vue sur la Tour Eiffel. Il a 20 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Hein. On est tous pareils. À 20 ans, on a tous envie de gagner un peu d'argent. Et qu'est-ce qu'ils font en salle de marché, ces ingénieurs? Eh bien, ils écrivent des algorithmes mathématiques, et ces algorithmes permettent de programmer des robots, des serveurs informatiques, et ces robots passent des ordres de bourse à la nanoseconde, à la vitesse de la lumière, toute la journée. Les ordres sont passés, sont exécutés, et on gagne 1 centime d'euro, 2 centimes d'euros, parfois on en perd. Et à la fin de la journée, on fait les comptes, on a gagné de l'argent si on a bien pris en compte tous les paramètres que l'ordinateur peut calculer. Quel est l'intérêt de cette finance alternative, de cette finance haute fréquence? Quel est l'intérêt économique? Est-ce qu'il y a une PME qui est financée derrière? Est-ce qu'il y a des emplois créés derrière? À part l'ingénieur qui a programmé le robot, il n'y a pas d'emploi. Et la problématique aujourd'hui, c'est que cette finance totalement déshumanisée, totalement déconnectée de l'économie réelle, c'est plus de la moitié des transactions à Paris et c'est 2/3 des transactions aux États-Unis. C'est ni plus ni moins que du jackpot, du casino qui n'a aucune utilité économique concrète, avec le risque de créer des micro-cracks informatiques comme on a eu ces derniers temps. Vous voyez à quel point on est allé loin et personne ne remet en cause ça. Personne. Si vous avez le malheur, l'audace de remettre en cause le trading haute fréquence, on vous taxe de anticapitaliste primaire, quelqu'un qui ne connaît pas le monde de la finance, qui n'a rien compris, ça crée de la liquidité, donc il faut les soutenir ces gens-là. On s'en est très bien passé pendant des années, ça existe depuis 10 ans, et on cherche à nous l'imposer. Donc tout ça pour montrer qu'on prend vraiment des dérives extrêmement inquiétantes. Et la problématique, c'est que depuis 5 ans, depuis Lehman Brothers en 2008, eh bien le tableau général financier n'a pas vraiment changé, on n'a pas vraiment modifié les comportements. Parce qu'aujourd'hui dans la finance, vous allez être au courant du scandale du Libor, pour ceux qui s'intéressent un peu à la presse économique, où les banques étaient censées donner leur taux d'intérêt pour... La parole est d'or en finance, c'est-à-dire qu'on vous fait confiance quand vous dites quelque chose, donc vous décrétez à quel taux vous pouvez prêter, emprunter, etc. Je ne vais pas rentrer en détail, et on calcule un taux qu'on appelle le Libor. Et on s'est rendu compte dernièrement que toutes les banques européennes, anglaises notamment, et européennes, avaient fraudé, nous avaient menti. Les choses n'ont pas changé, les grandes banques d'affaires américaines et françaises aussi ont repris leurs activités spéculatives et renouent avec des bénéfices extrêmement élevés. Pourquoi? Parce que la spéculation est repartie de plus belle. Et puis enfin, vous avez tous vu le scandale en Italie de la banque Monte dei Paschi, la plus vieille banque italienne qui date du XVe siècle, où on s'aperçoit que Mario Draghi aurait prêté de l'argent de manière un peu légère à d'autres. Mario Draghi pendant la BCE, Mario Monti sont tous mouillés dans l'affaire. Détournement d'argent, détournement, j'ai peut-être pas jusque-là, j'ai pas de preuves, mais bref, il y a quelque chose qui sent mauvais, et on se rend compte que ça touche tous les personnages de l'État en Italie. Ça continue. Les affaires continuent comme avant, rien n'a changé. Donc on en arrive à cette période charnière de l'histoire, où il va falloir tout repenser, tout recommencer, comme le dit Edgar Morin. Vous avez une vingtaine d'années, vous allez devoir inventer un nouveau monde. Alors ça peut être extrêmement lourd et inquiétant, parce qu'on se dit, effectivement, le monde dans lequel on est n'est plus tenable, n'est plus soutenable. Et en même temps, c'est extrêmement enthousiasmant, et maintenant je vais devenir optimiste, parce que vous avez la chance, on a la chance exceptionnelle de vivre quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité, un monde mort, un autre né. Et la fin d'un monde, c'est pas la fin du monde. C'est juste qu'il va falloir tout réinventer. Il va falloir faire preuve de créativité, d'audace, d'innovation, et surtout, il va falloir s'affranchir de tout ce qu'on nous a appris. Alors, ça ne va pas faire plaisir à vos professeurs, mais je dis souvent dans les écoles, il va falloir oublier ce qu'on vous a appris. Ce qu'on vous a appris, ça vous sert à comprendre le système actuel, et maintenant, à vous d'inventer celui de demain. Et celui de demain, vous ne l'apprenez pas aujourd'hui, c'est à vous de le créer. Mais il est avant tout important de comprendre le système actuel, donc c'est bien de faire des études. Alors, cette période exceptionnelle, eh bien dans l'histoire, ces grandes ruptures de la civilisation, ces grandes ruptures historiques, il y en a eu quelques-unes. Il y a eu le néolithique. Le néolithique, c'est l'époque... Alors, avant le néolithique, il y a eu le néolithique, oui. Le néolithique, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes étaient nomades, ils étaient chasseurs-cueilleurs, et puis un jour, ils s'arrêtent, c'est le néolithique, et ils commencent à semer des graines. Ils inventent l'agriculture. Et c'est parce qu'ils ont inventé l'agriculture qu'ils ont pu devenir sédentaires, qu'ils ont pu créer des villages et qu'ils ont pu créer des villes et qu'on vit comme ça aujourd'hui entre nous. L'importance de l'agriculture, vous imaginez? C'est l'agriculture qui a changé tout le développement de l'humanité sur ces 15 000 dernières années. Et il y a eu une autre rupture, c'était l'invention de l'écriture. On passe de l'oral à l'écrit, énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a eu des livres qui ont été inventés, du savoir, de la connaissance. C'est colossal. Et il y a une grande rupture dont je vais vous parler qui est la plus proche de nous aujourd'hui, c'est la Renaissance.
on a une fois encore une nouvelle technologie qui bouleverse l'avenir de l'humanité, c'est l'invention de l'impression par Gutenberg. Et on va voir qu'aujourd'hui, on est dans la même configuration. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tous la chance aujourd'hui d'être réunis et de prendre conscience qu'on vit une période exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, une période charnière. Et cette période charnière, pour moi, alors je vous dévoile un peu ce que j'ai écrit dans mon bouquin qui paraîtra cette année, c'est pas pour faire de la publicité, c'est juste pour dire pourquoi j'en arrive là. On vit l'équivalent d'une renaissance. Pourquoi on vit l'équivalent d'une renaissance? Je vais vous montrer 5 critères qui permettent de dire qu'on est dans une renaissance. Et une renaissance qui ne va pas durer 4 siècles cette fois-ci. Ça va durer quelques décennies. Est-ce que c'est 30 ans, 50 ans, 100 ans? Je ne sais pas, mais ça va être ramassé. Pourquoi on vit peut-être une renaissance? Première chose, premier parallèle, la renaissance c'est quoi? La renaissance c'est d'abord la découverte par les Européens que le monde est immense. Les conquistadors, Christophe Colomb au XVe, puis après les conquistadors au XVIe, l'homme découvre au XVe siècle et au XVIe l'immensité du monde. Il pensait que c'était petit, c'est immense, énorme. Qu'est-ce qu'on découvre au XXIe siècle? On découvre que la Terre est toute petite. Notre appréhension du monde est en train de changer. Je vous ai parlé du mythe de la croissance infinie tout à l'heure. Il s'effondrera de lui-même parce qu'on est en train de prendre conscience qu'une croissance infinie dans un monde petit et fini, ce n'est pas possible. Comme à la Renaissance, notre appréhension du monde va voler en éclats. Ça va changer. Deuxième parallèle avec la Renaissance. La Renaissance, c'est une période de grande créativité. C'est Léonard de Vinci, mais avant lui, il y en a eu d'autres. On a inventé énormément de choses, dont l'imprimerie. C'est quand même une révolution exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Une créativité exceptionnelle. Il y a eu Internet, depuis une vingtaine d'années, dont on ne connaît que le début, on n'en est qu'au début, ça va être colossal ce qui va se passer avec les réseaux. Et puis il y a une nouvelle invention dont je reparlerai après, qui va révolutionner le monde, et moi je suis convaincu que ça va changer énormément de choses, c'est les imprimantes 3D. C'est colossal. Imprimer un produit chez soi. Le do-it-yourself chez vous. Ça veut dire que ça remet en cause le transfert maritime, ça remet en cause les ateliers à l'autre bout du monde, ça remet en cause toute l'économie mondiale si ça se développe. Grande créativité. Troisième parallèle avec la Renaissance. La Renaissance, ça a été quoi? Eh bien la Renaissance, les gens ne s'en rappellent pas, parce qu'on pense toujours à Léonard de Vinci, au peintre flamand. La Renaissance, c'est une période extrêmement violente. Qu'est-ce qui s'est passé à la Renaissance? Des guerres de religion entre catholiques, protestants, la Saint-Barthélemy, on se massacre. On n'imagine pas qu'aujourd'hui on se massacre entre nous. Peut-être que dans 20-30 ans, on vivra des violences comme ça, là j'en sais rien. C'est l'extermination des Amérindiens. C'est le début de l'esclavagisme. C'est très très violent la Renaissance. Que vit-on en ce début du XXIe siècle? Des violences quotidiennes, il y en a tous les jours autour de nous. Et autre violence, on en arrive quand même à tuer des enfants à l'arme automatique dans des écoles. C'est un truc de malade, comme diraient les rapports. Quatrième parallèle avec la Renaissance, c'est une rupture technologique dans la diffusion de la connaissance. On invente l'imprimerie à la Renaissance, ça conditionne tous les siècles qui suivent. Si aujourd'hui on est tous là, c'est parce qu'on a inventé l'imprimerie. Si la connaissance a été vulgarisée, c'est parce qu'on a inventé l'impression. Qu'est-ce qu'on a inventé en ce nouveau siècle, en cette fin du XXe siècle? La connaissance mondiale tient dans la main. Et ça, c'est énorme comme révolution. Je ne sais pas si ça vous paraît évident, parce que vous l'avez toujours eu dans les mains, mais nous qui sommes un peu plus âgés, on ne l'a pas eu dans les mains, toujours. Avoir la connaissance mondiale dans la main, mais c'est un truc de fou. C'est révolutionnaire, ça va changer le monde. Avec le revers de la médaille, qui n'est pas toujours tout rose, on est d'accord, c'est pas que du bon. Mais c'est colossal, c'est comme les livres, c'est pareil. Eh bien, on est dans une renaissance technologique de diffusion de la connaissance. Et puis, comme à la Renaissance, comme sur la Renaissance, sixième parallèle, eh bien, moi je suis convaincu que nombre de certitudes vont voler en éclats dans les prochaines décennies. Les certitudes, c'est quoi au XVe siècle, au XVIe siècle? Je vous renvoie à vos cours d'histoire. Il y a une certitude extrêmement risible, absurde, voire choquante aujourd'hui, c'était la Terre est plate et c'est le centre de l'univers, ce qu'on appelle le géocentrisme. Qui a dit que la Terre était plate et qu'elle était au centre de l'univers? Vous le connaissez tous, c'est Aristote, notamment. Et après, il y a eu Ptolémée. Et depuis Aristote, c'est-à-dire 400 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à la Renaissance, c'est-à-dire pendant 2000 ans, la Terre a été plate. Et quiconque osait remettre en cause le dogme selon lequel la Terre était plate avait affaire à l'Inquisition. Et vous connaissez l'Inquisition, c'était le bûcher, la torture. Copernic, Galilée ont failli mourir parce qu'ils ont osé dire que la Terre n'était pas plate, qu'elle n'était pas au centre de l'univers, et quand Galilée a dit que la Terre tournait, très vite il s'est rétracté, sinon il allait au bûcher. Il était protégé par des nobles italiens et européens qui finançaient ses recherches,
et qui lui ont dit « il faut que tu te rétractes, sinon c'est terminé, on ne pourra plus te soutenir ». Et vous imaginez, pendant 2000 ans, être convaincu que la Terre était plate. Eh bien, je vous interroge au XXIe siècle, ça nous paraît absurde aujourd'hui, qu'est-ce qui paraîtra absurde à vos enfants, à vos petits-enfants? Quels sont nos dogmes actuels qui vont voler en éclats et qui paraîtront absurdes dans les prochaines décennies? Il faut se poser la question. Eh bien, il y a un dogme selon lequel il faut, une croissance infinie dans un monde fini, ça va voler en éclats, inévitablement. Il y a un autre dogme, c'est la croissance égale économie, c'est totalement faux. L'économie en grec, ça veut dire gestion du domaine, gestion des ressources. C'est la bonne gestion, raisonnable. C'est pas forcément la croissance à tout prix. Et il y a un troisième dogme qui va voler en éclats et qui nous ramène à l'environnement, à l'écologie, c'est le nécessaire sacrifice du vivant pour assurer la croissance économique. Personne ne le remet en cause aujourd'hui. Il n'y a que quelques entrepreneurs qui osent envisager des filières différentes, non polluantes, respectueuses de l'environnement et des hommes. Mais ils sont ultra minoritaires. L'économie mondiale tourne sur le sacrifice du vivant. Et personne ne remet en cause ce dogme. Pourquoi? Parce qu'il faut créer de l'emploi, il faut créer de la croissance. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit « mais vous ne pouvez pas faire ça, c'est trop destructeur », tu as vu le nombre d'emplois à la clé, tu as vu l'argent qui a gagné? J'ai pas le choix. C'est évident, c'est une pensée unique. Et cette pensée unique, elle sera remise en cause dans les prochaines années et les prochaines décennies, inévitablement parce qu'on n'aura pas le choix. Et vous pouvez vous poser la question, vous lirez mon livre, pourquoi on en est arrivé là? Mais c'est extrêmement simple. C'est parce que depuis Descartes, nous sommes tous convaincus que l'homme est seul maître et possesseur de la nature. On en est tous convaincus, et c'est un dogme acquis. Descartes nous a dit, et avant il y a eu la Bible aussi, donc ça n'a fait que rajouter, Descartes nous a dit, la nature, vous la façonnez à votre image, faites ce que vous voulez. Parce que l'homme est un animal supérieur aux autres. Ce n'est pas un animal basique. L'homme est doué de pensée et de raison. Le reste ne pense pas, donc le reste est malléable. Et depuis ce dogme qui a quelques siècles, qu'est-ce qui se passe? On considère la nature comme une mine, comme un fond dans lequel on vient se servir, on le transforme et on jette. Et il y a un philosophe allemand qui est décédé il y a quelques années qui s'appelle Hans Jonas, qui disait à juste titre que cette technologie inédite dans l'histoire de l'humanité, ce comportement inédit, on a la capacité de tout détruire autour de nous, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'Homo sapiens peut détruire tout. Eh bien, ça nous amènera inévitablement vers l'ultime impasse. Et il dit, pour conclure, que la nature posera son ultime veto. Alors, il parle de tragique impasse et d'ultime veto. Une impasse tragique nous attend, et la nature mettra son ultime veto. Voilà dans quoi on est parti. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi je suis convaincu que cette question philosophique, qui est vitale à long terme, pas à court terme, mais qui est vitale dans les 50-100 prochaines années, elle va nous amener à quoi? Elle va nous amener à une nouvelle controverse. Comme à Valladolid au XVIe siècle, on a discuté de notre capacité ou non d'exploiter les Indiens d'Amérique pour développer l'économie espagnole et européenne, et bien on va s'interroger dans les prochaines années sur est-ce que l'homme a le droit de continuer à sacrifier le vivant pour l'économie. Et je lance un appel aujourd'hui, je l'ai fait à Nantes la semaine dernière, je lance un appel, il va falloir qu'on rédige tous ensemble, dans les 50 prochaines années, ça prend du temps, une déclaration universelle, non pas des droits de l'homme, mais des devoirs de l'homme envers le vivant, envers la nature, pour nous mettre des limites. Il va falloir mettre un cadre, savoir jusqu'où on peut aller pour développer nos activités. Il ne s'agit pas de sacraliser la nature comme une déesse, de ne pas y toucher, ça c'est pas une solution non plus. Il s'agit juste de faire avec et pas contre ou sans le vivant. Et ça change tout. Parce que dès lors que vous êtes dans une entreprise et que vous vous posez la contrainte ou l'opportunité, selon la façon dont vous voyez les choses, de dire comment je peux produire, vendre, organiser avec le vivant, avec l'humain, le social et l'environnement, ça change tout. Si vous faites 100, c'est facile de faire 100. Je produis, je vais vite et je gagne de l'argent. Là, on fait 100. Et on fait beaucoup, beaucoup 100 depuis 50 ans. Il va falloir refaire avec et ça va tout changer. Alors maintenant, on va parler du court terme. On va être un peu plus optimiste. À court terme, à long terme, il va falloir changer notre rapport à la nature, vous l'aurez compris. Il va falloir faire une mutation philosophique, il va falloir se poser la question de mettre des limites, voire d'écrire cette déclaration universelle qui sera la pierre angulaire du monde de demain. Les droits de l'homme ont été la pierre angulaire du monde moderne. Cette déclaration des devoirs sera la pierre angulaire du monde de demain. Mais tout ça ne va pas se faire en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et dans les prochaines années, il faut quand même commencer à bâtir le monde d'après. Et la déclaration, qui sera le catalyseur, viendra progressivement. Alors comment on va bâtir le monde d'après? Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant je vous parlais de signaux faibles, pour vous dire qu'il y a un monde qui s'effondre, vous l'avez bien compris, et il y a un nouveau monde qui est en train de naître, mais il est un peu impalpable, c'est un peu difficile de voir ce qui va arriver.
Alors, on va parler de signaux faibles. Il y a plein de petits signaux qui nous disent qu'il prend forme, ce monde nouveau. Bien sûr, ce n'est pas simple au quotidien de le voir, mais on va faire un puzzle avec toutes ces pièces. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer qui donnent de l'espoir. Première chose, c'est qu'on passe d'une économie basée sur l'hyperconsommation, une boulimie de matérialisme, à une économie post-matérialiste, c'est-à-dire moins de biens, plus de liens. On va vers l'économie du sens. L'économie du sens, c'est-à-dire que j'ai la conviction que dans les prochaines années, on ne pourra pas vendre un service, on ne pourra pas vendre un produit, s'il n'y a pas un sens derrière, s'il n'y a pas un engagement. De faire justifier l'acte d'achat, justifier la proposition. C'est fini de faire du marketing qui dit aux gens, vous avez besoin de la tablette 3, c'est mieux que la tablette 2, et la tablette 1, c'était une vraie pourriture, vous avez bien fait de ne pas l'acheter. C'est terminé, ça n'a pas de sens. Il y a juste une innovation technologique, point, mais ça n'a pas de sens. Il va falloir engager les gens. Et comme on s'appauvrit, et ça c'est le paradoxe occidental, je vous ai dit en première partie que les consommateurs, les citoyens occidentaux s'appauvrissent. Comme ils s'appauvrissent, ils rentrent dans une consommation réfléchie par la force des choses. Quand tout va bien, on fait chauffer la carte bleue, on ne s'interroge pas. Ça, c'est les années 90-2000. Et là, aujourd'hui, ça va mal. Et je connais plein de gens autour de moi qui ont des difficultés financières dans son qu'au début, ça commence. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'interrogent, ils se disent « Ma voiture est tombée en panne, est-ce que j'ai besoin de 2 voitures finalement ?» Voilà. Donc la deuxième, on ne va pas la renouveler. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire du covoiturage, je vais prendre mon vélo pour aller travailler ou je vais prendre le bus. Ils commencent à changer leur mobilité par la contrainte financière. Et en changeant leur mobilité, ils se rendent compte qu'ils rencontrent des gens, du lien social en covoiturage, qui font du vélo, c'est assez sympathique finalement, sauf quand il pleut des cordes. Et ils sont en train de se dire, c'est bon pour moi, c'est bon pour mes liens sociaux, c'est bon pour l'environnement, et c'est bon pour mon portefeuille. Donc on va vers cette économie du lien parce qu'on s'appauvrit. Et après, on découvre la notion philosophique et la recherche de sens dans un second temps. Mais c'est l'économie qui est le catalyseur. Et quand on demande aux gens, qu'est-ce que vous entendez par consommer mieux? Parce qu'on va vers le consommer moins, donc consommer mieux, plus qualitatif, plus de discernement. Il y a cette étude de l'Obsoco. L'Obsoco, c'est l'ancien cabinet Xerfi. C'est des économistes comme Moatti, Robert Rochefort, qui ont créé ce cabinet il n'y a pas longtemps. Ils ont fait une étude, c'est la seule, qui vraiment pose les vraies questions aux gens et qui donne ces réponses. Les individus avaient 3 réponses possibles. Et vous voyez, quand on dit c'est quoi consommer mieux? Consommer mieux, c'est acheter un produit qui dure plus longtemps, pour des raisons économiques. Donc on est dans le durable. Le vrai durable, le durable qui dure. Pas uniquement l'écologie. Le durable, c'est pas que ça. Deuxième réponse, des produits qui sont bons pour ma santé. Ça, c'est de l'environnemental sociétal. Les gens doutent de plus en plus de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils achètent, de ce qu'on nous vend. Et troisième réponse, des produits plus respectueux de l'environnement. Il y a une vraie prise de conscience des citoyens que s'ils peuvent faire d'une pierre 3 coups, voire 4 coups avec des produits de qualité, ça leur parle. Et le challenge pour l'économie, ça va être de proposer des produits qui répondent à ces attentes, à un prix raisonnable. Il ne s'agit pas de vendre de 30 ou 40% plus cher parce que ça a de l'engagement et du sens. Faire vendre mieux à un prix raisonnable, ça c'est un vrai challenge. Et je vous rappelle que les premiers ordinateurs, ça valait une fortune et ça représentait une salle entière. Aujourd'hui, ça tient dans la main et tout le monde peut s'en payer un quasiment. On est au début de quelque chose. Et les comportements qui sont en train de s'affirmer, c'est qu'on va vers une société où les gens vont soit chercher de l'engagement, acheter quelque chose qui leur parle, c'est l'économie du sens, soit ils vont chercher ce qu'on appelle la juste valeur. La juste valeur, le just enough, c'est j'achète une fonction et j'achète plus le produit. On va prendre l'exemple de la tondeuse à gazon. Vous avez un petit jardin à tondre le week-end. Est-ce que l'achat d'une tondeuse, c'est très engageant? Est-ce que ça vous parle? Moi, personnellement, ça ne m'excite pas tellement d'acheter une tondeuse. Moi, c'est pas super engageant. Ça peut l'être. Pour celui qui est un vrai jardinier, ça peut l'être. Donc quand j'achète une tondeuse, qu'est-ce que je cherche? Je cherche une fonction. Je cherche une tonte. C'est tout. Le look de la tondeuse, ça me passe au-dessus. Et qu'est-ce que je veux? Je veux une machine qui tombe correctement, à un prix raisonnable, et qui ne tombe pas en panne au bout de 6 mois. Donc le low cost, le premier prix qu'on trouve à 30 € dans toutes les grandes surfaces, je l'écarte parce que je sais que ça va durer 2 heures, elle va fondre, et ça ne marchera plus. Le haut de gamme, c'est pas pour moi. Je ne suis pas un jardinier très expérimenté et passionné, donc ça je laisse à une minorité. Donc en tant que consommateur moyen, je vais chercher du just enough, le juste prix. Bon rapport qualité-prix. Mais c'est un marché de masse où il y a du monde. Et puis il y a un autre marché, c'est le sens. Quand j'achète une bouteille de vin ou quand j'achète des légumes, j'achète que des produits locaux, naturels, et je suis prêt à payer des fois 2, 3, 4 € de plus la bouteille parce que ça fait travailler un vigneron que je connais. Je soutiens ma région. Ça c'est du sens, c'est de l'engagement. Et si j'aime pas le vin, je vais acheter de la piquette, parce que pour moi ça n'a pas de sens. Selon la personne, selon le citoyen, le sens on le met où on veut. Mais tout ce qui était au milieu avant, qu'on peut appeler l'économie moyenne,
La médiocrité, sans être péjoratif, tout ce qui est moyen, sans saveur, sans odeur, ça va sortir du marché occidental. Et même en Asie, on le voit très bien aujourd'hui, il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour des produits qualitatifs, ou alors ils en ont moins, ils achètent du fonction. Mais au milieu, ça marche de moins en moins. Regardez en Inde, les véhicules de Tata. Tata Motors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racheté Jaguar Land Rover, le haut de gamme, qui peut donner du sens à certaines personnes. Ils ont lancé la Nano à 3 000 $. Mais ils n'ont pas d'équivalent de Renault au milieu. Hein. Renault, pour moi, c'est un modèle économique qui doit complètement se repenser parce que grâce à Dacia et Logan, ils vendent encore des voitures. Là, on est sur le Just Enough. On n'achète plus une voiture, on achète de la mobilité. Le haut de gamme, ils ne savent pas faire. À chaque fois, ils se plantent. Mais au milieu, une Mégane, vous avez vu le prix d'une Mégane? 15-18 000 € pour une voiture. Elle a quoi de plus par rapport à une Logan, une Mégane? Une coupe un peu différente, 2-3 gadgets en plus. Est-ce que ça vaut 10 000 € de plus, ça? Ou 7 000 € de plus? Ben, vu que les gens vont s'appauvrir, ça ne les vaudra pas. Et plus on va s'appauvrir, plus on va vendre des Logan, des Mégane, enfin des Logan et des Dacia, et plus on vendra du haut de gamme, des voitures allemandes qui se vendent très très bien. Parce que là, on touche une clientèle qui est prête à mettre beaucoup d'argent pour avoir un service de qualité environnementale et une consommation très faible, etc. Vous voyez, le marché qui est en train de se dire, c'est vraiment en train de se scindre en deux. Et le sens, on voit par exemple des enseignes comme les réseaux Biocoop. Les réseaux Biocoop, dans les années 85, ça n'existait quasiment pas. Ça a été créé. Aujourd'hui, il y a 300 enseignes. Alors les gens vous disent, oui, le bio, c'est une niche, c'est pour les bobos, etc. Les études du Crédoc prouvent que le bio, ça touche toutes les couches sociales, mais les gens achètent ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'argent et qu'on veut manger bio, on achète du lait à 1 €, on achète des œufs, on achète des choses basiques. Et puis ceux qui ont de l'argent, je remets le slide d'avant, eh bien ils vont aller acheter des viandes à 35 € le kilo, etc. Chacun prend ce qu'il peut prendre. Mais il y a une attente d'engagement. Parce que derrière le bio, c'est pas tant que le produit, la santé, c'est aussi, normalement le bio devrait être local, régional, c'est aussi un soutien à une forme d'agriculture, voire une agriculture locale. On n'en est pas là, on n'en est pas encore là dans tout le bio, hein, bien entendu. Et tous ces phénomènes de recherche de sens dans l'alimentation, dans notre façon d'être, dans la consommation, ça va continuer à se développer pour les gens qui travaillent dans l'agroalimentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une médiatisation des risques sanitaires. Il n'y en a peut-être pas plus qu'avant, peut-être plus, ça je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, on en parle beaucoup plus. Le problème des nitrates dans les eaux en Bretagne, c'est quelque chose qui est très très médiatisé. Il y a eu l'étude sur les OGM qui était très controversée, mais qui a jeté un pavé dans la mare dernièrement. Et puis même dans des pays loin de nous, comme la Thaïlande, en Thaïlande, les gens se rebellent dans les villages parce qu'on a pollué leurs rivières, leurs champs avec du plomb. Et vous allez en Chine, il y a des villages entiers qui se rebellent parce que les entreprises polluent. Les gens en ont marre aussi d'avoir de l'eau qui est imbuvable et des poissons qui flottent sur le ventre partout dans la rivière. Donc il y a une prise de conscience mondiale sur ces questions-là. Et preuve qu'on n'est pas dans l'épiphénomène, mais qu'on est bien dans une vague de fond, c'est que la grande distribution s'y met. Et pourquoi ils s'y mettent, la grande distribution? Il y a beaucoup d'opportunisme, il y a peut-être des convictions, mais il y a aussi beaucoup d'opportunisme. Ils sentent bien que le boulet du canon, il est en train de tourner vers le sens, l'engagement. Et c'est les premiers à défendre aujourd'hui une consommation plus responsable. Alors il y a beaucoup de contradictions, beaucoup de grands écarts, mais il se passe quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que la recherche de sens dans l'économie, c'est aussi privilégier le local. Vous êtes dans une région qui a une identité forte, donc les gens sont attachés à leur région, et vous le vivez. La Bretagne aussi, l'Alsace aussi. L'Île-de-France, le local, il n'y a pas d'identité, donc on s'en moque un peu. Mais il n'empêche, à travers la France, on voit des alliances locales qui sont en train de se nouer entre des hypermarchés, des producteurs locaux. On voit des drives fermiers qui se développent. La Gironde a développé récemment une plateforme où les producteurs peuvent s'abonner pour 10 € par mois et vous achetez des paniers fermiers en direct et vous allez sur un parking le vendredi, il met votre cajot dans le coffre de la voiture. C'est du direct, il n'y a plus d'intermédiaire. Économiquement, ça a des répercussions importantes. Le retour du local, j'en ai un peu parlé, c'est le développement des Fab Labs par exemple, des laboratoires de fabrication. L'imprimante 3D, avec la notion du do it yourself, faites vous-même, c'est une vraie révolution. Et pourquoi j'en parle? Parce que cette révolution qui peut paraître que technologique, eh bien, va avoir des répercussions économiques et environnementales. On est dans le développement durable avec les imprimantes 3D. Enfin, on y sera. Pourquoi on y sera? Le jour où les composants qu'on mettra dans l'imprimante seront biodégradables, recyclables à l'infini, on sera dans le développement durable. Parce que ça veut dire que si on produit en local une aile de voiture, une pièce en métal simple, moins de camions sur les routes, moins de bateaux, moins de délocalisation, on refabrique sur place, on réassemble sur place, toute l'économie mondiale change. On est dans une économie en araignée, où tout est produit à travers le monde, et transporté et réassemblé sur place, voire assemblé ailleurs et consommé en Occident. Avec les Fab Labs, le do it yourself,
faites tout vous-même, ça va changer. Reste à faire des imprimantes 3D qui utilisent de l'amidon, des produits végétaux pour fabriquer les pièces plastiques. Mais ça viendra. Et en plus, ça crée du lien social parce qu'on fabrique sur place. Dans des petites structures comme les Copies 2000, vous aurez une imprimante 3D qui fera la taille de la pièce, et on vous sortira votre planche de surf, on vous sortira une aile de voiture, ou une chaise en métal, ça commence. Vous avez besoin d'une chaise de jardin, on vous la sort dans l'imprimante à côté. Vous imaginez ? C'est extraordinaire. Donc en tant qu'industriel, il faut se poser la question de savoir est-ce que mon produit est copiable par des imprimantes 3D dans 10 ans ? Si c'est très technologique, non. Si c'est simple, oui. Et là, il faut se poser des vraies questions. Le fait qu'il y ait une recherche de sens, ça va aussi générer un changement de comportement par rapport à des biens. Encore cette étude, ils préfèrent partager leur repas. Ils n'aiment pas manger seuls. Ils sont totalement dans la collaboration, les bonobos. Et chez les chimpanzés, je vous invite à lire Pascal Pic, un anthropologue français. Pascal Pic a fait beaucoup d'études sur les chimpanzés. Il vous dit qu'il n'y a pas plus collaboratif que le chimpanzé, au sens où, si l'intérêt du groupe est en péril, il sacrifie son intérêt individuel. Le groupe prime toujours sur l'individu. C'est vraiment l'esprit de groupe. On n'en est pas là dans la société humaine. Nous, c'est d'abord l'individualisme et après le groupe. Et on va vers une société plus collaborative. C'est ce qu'on appelle l'économie du partage. Vous connaissez le peer-to-peer parce que vous êtes jeune, donc je n'ai pas expliqué en longueur ce que ça veut dire. Ça va se développer de particulier à particulier. Je l'ai dit tout à l'heure, les banques se retirant de l'économie, on va se financer entre nous de plus en plus pour des petits montants, 500 €, 1000 €, 100 €. Et on voit qu'aujourd'hui, le peer-to-peer, l'économie du partage, ben c'est fou ce que ça change le monde. Je vais vous passer ce petit clip que vous connaissez sûrement, peut-être, on va voir. Irma, vous connaissez l'histoire. Je le passe rapidement pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est l'économie collaborative par excellence. S'il n'y avait pas eu le collaboratif, elle n'aurait jamais connu son succès. Voilà, économie collaborative. Vous, ça vous paraît peut-être évident, si vous avez 20 ans, vous êtes né là-dedans, quasiment. Parlez-en à vos aînés qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est pas naturel, c'est une vraie révolution. Quelqu'un qui a une idée révolutionnaire peut trouver des financements, peut trouver de l'aide à travers la planète entière. Comme le dit Michel Serres, on est tous voisins. Et c'est pour ça que je suis très optimiste. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est tous voisins, qu'on est tous connectés. Et ça change tout. Ça va faire émerger des nouvelles formes économiques, des nouvelles formes d'organisation sociale grâce au réseau. Donc c'est colossal comme révolution. Et on voit apparaître des nouveaux modèles économiques où les gens partagent des biens qui sont immobilisés. Le fait que votre voiture passe 2/3 de son temps devant la porte du garage. Alors aujourd'hui, il y a des sites internet qui vous proposent de louer votre voiture à des particuliers, de particulier en particulier, pour faire tourner la voiture et vous apporter un avantage économique. L'économie du partage, c'est aussi très concret pour les Grecs, qui sont dans une crise jusqu'au cou, on l'a vu. On appelle ça la révolution des patates. Les habitants des quartiers ne peuvent plus aller faire leurs courses dans les magasins, c'est devenu trop cher. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'organisent. Ils créent une plateforme web, communauté internet, ils cherchent un producteur de pommes de terre, plusieurs producteurs, ils disent voilà, nous on a besoin d'acheter des pommes de terre pas chères, on est 300, 400 dans le quartier, on vous assure des volumes, faites-nous un prix sympathique. Le producteur trouve des débouchés, le client trouve un prix raisonnable, livraison sur le parking le vendredi matin et on échange les kilos de pommes de terre. Et tout le monde est gagnant. Ça, c'est du partage, c'est l'économie collaborative. Et ça va s'accentuer. C'est le retour du troc. Vous connaissez peut-être la corderie, ça vient du Québec. C'est des associations qui proposent à des gens qui n'ont plus d'argent ou qui sont inactifs de troquer leur savoir-faire. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Vous prenez un chômeur longue durée ou quelqu'un qui est sorti du marché du travail, qui est vraiment qui est perdu quoi, dans le modèle économique dominant, et vous lui dites, mais t'es plombier, tu sais toujours faire une soudure. Bah, le voisin d'à côté, il aimerait bien apprendre à faire une soudure. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Tu aimerais apprendre à jouer de la musique, du dessin? On va te trouver quelqu'un qui va t'apprendre à faire du dessin en échange. Et on échange des savoir-faire. Ça coûte zéro, c'est que de l'échange humain.
Et ça fait un carton au Québec, ça débarque en France depuis un an, et en une à Lyon, une à Paris, et ça devrait faire des petits, parce que ça recrée du lien social, ça redonne de la dignité, et c'est une réponse économique à des gens qui peuvent plus se payer de loisirs. Donc on est typiquement dans le développement durable. Et tout ça va se développer parce que, comme je vous le disais, on a la chance d'avoir des réseaux qui sont en place, les réseaux sociaux qui étaient inexistants en France il y a 20 ans, qui maintenant font partie de notre vie quotidienne. Et qu'est-ce que ça traduit, ces réseaux? Ça traduit un changement de pouvoir, ce qu'on appelle le pouvoir latéral qui se met en place. Je vous renvoie à l'américain Jeremy Rifkin, qui a beaucoup écrit sur le pouvoir latéral. C'est énorme comme révolution parce que le pouvoir latéral, c'est le crowdsourcing. Tous ensemble, on peut changer les choses. Vous prenez des perles, vous les reliez par un fil qu'on appelle les réseaux sociaux, et tout le monde avance en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est que la révolution des réseaux, parce que pour moi, Internet, ce n'est pas qu'un outil, c'est un esprit. C'est un esprit latéral, c'est un esprit horizontal. Ça va tout changer, parce que ça veut dire que vous ne devenez pas collectiviste à 100%, vous êtes individualiste, vous avez un intérêt personnel à jouer collectif. Et c'est ça la force du modèle. Si on joue que collectif, on l'a vu en URSS avec le soviétisme, ça n'a pas marché. Si on n'est qu'individualiste, on le vit aujourd'hui, c'est le capitalisme, on voit ce que ça donne. Il n'y a jamais assez pour satisfaire la cupidité d'une poignée d'individus, comme le disait Gandhi. Eh bien, avec le pouvoir latéral qui se développe, c'est un mix des deux. C'est je joue personnel, j'ai envie de me faire plaisir, mais en même temps, c'est en étant avec les autres que je vais pouvoir agir et être encore plus heureux. Partager une information n'appauvrit pas. Vous diffusez une information, vous enrichissez les autres vous enrichissent en vous redonnant une information. Est-ce que vous êtes appauvri? Non. Vous avez donné, ça ne vous a pas appauvri. C'est une vraie révolution dans nos comportements. Et ce pouvoir latéral va se développer, on voit des choses assez intéressantes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des carottes mobs. Non, personne? Si. Les carottes mobs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est une association qui veut participer à financer des travaux écologiques d'un commerçant. Prenez un commerçant dans le centre de Bayonne, il aimerait bien mettre du photovoltaïque sur son toit, il aimerait bien mettre de l'isolation pour être plus efficient énergétiquement, mais il n'a pas les moyens parce qu'il y a 30 ou 40 000 euros de travaux. Eh bien, vous lancez un carotte mob. Il va déposer un dossier auprès de l'association Carotte Mob, et si le dossier est retenu par l'association Carotte Mob, on va organiser un Carotte Mob le samedi de 17h30 à 19h30. Ce jour-là, pendant 2 heures, tous les gens qui viennent dans la boutique n'ont pas de réduction, c'est pas le but. Ils viennent acheter ce qu'ils auraient acheté en temps normal, ils viennent acheter ce jour-là, parce qu'entre 2 heures, pendant ces 2 heures-là, tout le chiffre d'affaires généré, une partie permettra de financer les travaux. Et vous vous engagez, votre achat soutient un acte citoyen, un acte écologique. Et c'est excellent, parce que c'est le pouvoir latéral, c'est l'inverse du boycott. Avant, on boycottait par Internet, maintenant on commence à promouvoir des actions responsables. Et on sort complètement des clous habituels où les gens viennent dans le magasin parce qu'il y a une réduction, parce que c'est les soldes. Non, ils viennent pas pour les soldes, ils viennent parce que ça va agir. Et finalement, si vous deviez dépenser 30 € dans votre t-shirt, pourquoi ne pas le faire entre 17h30 et 19h30? Vous ferez une pierre deux coups. C'est ça l'esprit latéral qui est en train de se mettre en place. Et ça va d'autant plus développer que vos aînés de quelques années et la génération qui arrive, qu'on appelle génération Y et la Z qui débarque, vous êtes pile dedans, hein, je vais prêcher des convaincus, est beaucoup plus latéral que nous le sommes et que mes parents l'étaient. Un petit clip d'1 minute 30 sur la génération Y, vous, ça va vous paraître évident, les plus anciens dans la salle, ça va les faire sourire parce qu'on va voir des choses que vous n'avez jamais connues, comme le Walkman par exemple. Hop, je reviens en arrière. Salut, j'ai entre 15 et 30 ans et je fais partie de la génération Y. Pourquoi Y? Parce que celle d'avant, des gens nés entre 1960 et 1980, s'appelait la génération X. X parce que pollué, sans but et sans repère. Bref, fin du colonialisme, guerre froide et chute des murs. Alors qui suis-je? Je suis né entre 1980 et 2000. Eh ben, je suis de la génération Y. En gros, j'ai pas connu le communisme qui fait peur, ni une menace de bombe atomique. Et souvent, je me pense plus intelligent que mes parents. Y pour why. Parce que j'ai beaucoup de mal à respecter un ordre qui m'amène à me demander « Hein? Mais pourquoi ?» En fait, je suis quasiment né avec un ordinateur dans les mains. J'ai commencé à petite dose avec un abonnement ADSL 56 qui a 1 heure par mois. Quoi? 1 heure par mois? Ah ouais, d'accord. C'est là où j'ai appris que c'était un labrador, que j'ai chatté sur Caramel, MSN, Skype, puis Facebook, que j'ai téléchargé sur Napster, Casa, Imu, puis Torrent. À l'époque, je finissais le serpent sur mon 3310. Je trichais en cours avec un ATI 89 et j'écoutais mon iPod à la récré, ou mon mini-disque, ou le Discman, Walkman. En terminale, le prof de philo me demandait si les nouvelles technologies n'empêchaient pas les gens de communiquer. Je connaissais pas la réponse, mais j'avais déjà 2 vies, une réelle et une connectée. Aujourd'hui, je sonde mes connaissances sur Facebook pour une colocation.
Mon smartphone est ma troisième main, et quand il tombe en panne, je suis moins efficace. Je ne me demande pas si c'est bien ou mal, je sais juste que je vis avec mon époque. Alors je te préviens, je ne me satisferai pas d'une vie qui ne me conviendra pas. Je changerai 10 fois de boulot s'il me faut. Je suis conscient du monde dans lequel je vis et j'aspire à changer. La portée de mes actes est 1000 fois supérieure à celle de mes aïeux. J'arrive sur le marché du travail avec une arme qui changera le monde. C'est que je suis connecté. Car en fait, c'est ça la génération Y. C'est être connecté. Sinon, je fais des smileys aussi. Voilà. Vous l'aurez compris, le pouvoir latéral ne peut que se développer. Vous êtes une génération horizontale, un pouvoir latéral dont vous êtes de plus en plus conscient. Et là où ça pose problème économiquement et dans l'entreprise de manière générale, c'est qu'on est dans un monde extrêmement vertical. Et pourquoi on est dans une mutation profonde et parfois violente? C'est parce qu'on a une verticalité qui est instaurée dans toutes les strates de la société. Un dirigeant qui décide et on fait descendre les informations. Et en face, on a toute une partie de la population de jeunesse qui arrive avec une vision horizontale. Pourquoi je fais ça? Pourquoi tu me demandes ça? Je veux pas te piquer ta place, je veux juste savoir. Et vous avez un article en face qui dit pourquoi il me demande ça, ça ne le regarde pas. Il est au marketing, il n'est pas à la finance, lui. De quoi il se mêle? Voilà. Choc de culture. Et ce pouvoir latéral va monter en puissance de plus en plus et ça va changer énormément de choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en termes de consommation, ça change quelque chose d'important, c'est la relation au marketing. On a toute une vague de comportements qu'on appelle les alter-consommateurs, des gens qui pensent autrement, qui consomment autrement, qui sont plus horizontaux dans leur mode de pensée, qui ont pris conscience de la globalité des choses. Je fais quelque chose, ça a un impact collatéral, environnemental, social, ça commence à s'ouvrir. Et ces alters, eh bien, c'est des gens qui sont en train de changer le monde doucement, mais sûrement, à leur rythme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas contre le système économique, ils veulent réinventer l'économie. Les alters, c'est des gens qui sont optimistes, utopiques, activistes. Activistes, c'est intéressant parce que dans l'entreprise, si vous êtes des alters collaborateurs dans quelques années ou quelques mois, vous allez vouloir que l'entreprise elle change de l'intérieur. Et c'est une force pour le dirigeant de s'appuyer sur des gens qui sont prêts à changer le monde. Vous les responsabilisez, ils vont changer le monde, les alters. Ils ont envie de le faire. Donc ils vont chercher dans leur travail une satisfaction, un engagement. Ce qui est assez nouveau, parce que jusqu'ici, les générations précédentes cherchaient un job pour vivre, et puis pour réussir socialement. La génération qui arrive, vous en faites partie, et ceux qui arrivent derrière sera encore pire, chercheront à faire un métier qui est le prolongement de leur vie quotidienne, quelque part. C'est que la frontière entre le monde du travail et le monde de la vie quotidienne va voler en éclats parce qu'on est connecté à ce travail avec les mêmes outils en permanence, et parce qu'on veut que ça devienne du plaisir tout en gagnant correctement sa vie. Et typiquement, on va passer du ou au et, on rentre dans une société complexe où les gens prennent conscience de leur effet systémique. Je suis un consommateur, je suis un citoyen, je suis un épargnant. Ça a des impacts économiques, environnementaux, sociétaux. J'en prends conscience. Et je ne rejette pas le monde de l'entreprise, mais je ne veux pas non plus y aller totalement dedans. Je suis entre les deux, je suis dans le et. Je veux réconcilier tout ça. Donc il y a un gros challenge pour toutes les générations qui arrivent, c'est de réconcilier l'humanité avec le vivant, réconcilier l'économie avec les aspirations de sens. C'est colossal comme tâche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à défi inédit, vous avez un outil inédit, on a un outil inédit, qui est la connexion, et qui permet d'agir ensemble. Et ça, c'est énorme. Et en termes de... Je vais parler de l'entreprise. En termes d'impact dans l'entreprise, ça va être extrêmement important, parce que vous imaginez qu'aujourd'hui, il y a cette attente de sens qui est en train de monter, qui va s'accélérer du fait du rajeunissement de la population active. Et quand vous voyez les chiffres, en 2015, donc dans 3 ans, dans 2 ans, 40% des actifs auront moins de 30 ans, seront de la génération Y. C'est énorme. Vous allez avoir une verticalité qui va voler en éclats parce qu'il y a une poussée dans le monde du travail qui arrive des gens qui veulent de l'horizontalité. Ils veulent de la fluidité, ils veulent que la connaissance soit distribuée dans l'entreprise. Ils ne remettent pas en cause le fait qu'il y a un dirigeant. Le dirigeant est là pour décider. Mais ce que le dirigeant doit comprendre, c'est que le dirigeant ne sait pas tout. Et le dirigeant ne tient pas le savoir, parce que le savoir, il est sur le web. Il est entre toutes les mains. Donc la grande différence entre le dirigeant d'hier et le dirigeant de demain, c'est que le dirigeant d'hier, il savait, il faisait de la rétention d'informations et il décidait. C'était le maître absolu quelque part. Le dirigeant de demain, c'est quelqu'un qui sera capable de faire du crowdsourcing, capable de dire j'ai une idée, mais il faut que je la challenge, je la balance sur le réseau, sur Twitter, je la balance sur Facebook, je la balance auprès de mes collaborateurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout le monde enrichit l'idée. C'est de l'open source. Hein. On enrichit, on améliore le truc et on le redonne. Et il décide parce que c'est lui le décideur. C'est tout. Et ça change tout, hein, parce que je rencontre des dirigeants toute la semaine. Il n'y en a pas beaucoup qui fonctionnent comme ça encore. Il n'y en a qu'une petite minorité.
La plupart restent dans une vision très verticale, je maîtrise tout, je contrôle tout, et je distille l'information. Et je ne vois pas pourquoi j'irais dire au comptable ce qui se passe au marketing et inversement. C'est deux champs séparés. Il faut faire voler en éclats toutes les frontières, mentales et physiques, dans les entreprises. Gros challenge pour l'entreprise, intégrer des jeunes dont vous faites partie, qui ont une relation au travail un peu différente de leurs aînés. Leurs aînés voulaient travailler 15 heures par jour, la réussite sociale, le statut. Là, vous avez des jeunes qui sont prêts à travailler, parce que ceux qui disent que les jeunes sont des feignants, je leur dis vous êtes vieux. Quand on dit ça, c'est qu'on a beaucoup vieilli. Eh bien, oui, certes, s'investir, oui, mais pourquoi, comment et à quoi ça sert? On rentre dans l'économie du sens. Pour motiver quelqu'un qui est talentueux aujourd'hui, il n'y a pas que le salaire, il faut lui offrir quelque chose dedans, derrière. Le salaire est certes non négociable, quelque part, il faut gagner de l'argent correctement, pour vivre décemment, mais derrière, il faut un petit plus, le sens. Et puis, il va falloir justifier aussi dans l'entreprise des questions qui paraissent, qui sont tabous chez vos aînés, par vos femmes, mais qui sont inacceptables pour une jeune génération qui arrive. Je pense que parmi vous, les mesdemoiselles, c'est de plus en plus difficile qu'on vous justifie le fait que vous avez gagné 20% de moins en sortant de l'école. Parce que vous n'avez pas de moustache. Donc il faut laisser pousser la moustache si vous voulez gagner le même salaire. C'est des choses qui ne vont plus passer, ça. C'est très vertical. Et puis ça veut dire aussi que dans l'entreprise, il va falloir mettre de l'horizontalité, de la fluidité. Il va falloir décloisonner pour que les gens apprennent à travailler ensemble, à parler ensemble, même s'ils ne sont pas directement concernés. Parce qu'ils ont envie de savoir pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont ensemble et quelle est la mission de l'entreprise. Donc c'est une vraie révolution en termes de management. Et cette révolution en termes de business model, je vais vous donner quelques pistes de business model avant de m'arrêter parce que c'est déjà 1h30 que je parle, donc je parle encore 10 minutes et j'arrête. En termes de business model, c'est-à-dire qu'il va falloir vendre un service, c'est bien, vendre un produit, c'est bien, mais dans les prochaines années, il va falloir vendre, en plus de tout ça, des valeurs. Il va falloir engager les collaborateurs dans une aventure et engager le consommateur dans l'aventure de l'entreprise. Et ça, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Se vendre des valeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir mouiller sa chemise, assumer ses choix en toute humilité et être capable de prouver qu'on s'engage. Alors, il y a des gens qui essayent de le faire avec des succès plus ou moins réussis. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas l'entreprise vertueuse engagée à 100%, ça n'existe pas. Il y a juste des démarches de progrès, des gens qui se démènent pour faire avancer le schmilblick. Et puis il y a toujours des zones d'ombre, et ces zones d'ombre, il faut les accepter. Et les études que nous on a fait chez Alternité en termes de marketing auprès des consommateurs, leur comportement, le consommateur alter, il accepte tout à fait la zone d'ombre, il n'y a pas de problème. Ce qu'il ne supporte pas, c'est des gens qui disent « Oui, moi je suis plus beau, je suis plus fort, je fais des choses pour l'environnement ». Ça, ils ne supportent pas. Par contre, quelqu'un qui leur dit, comme Patagonia ou autre, qui leur dit nous, on fait du mieux qu'on peut, on progresse, c'est pas parfait, mais on avance. Ça, ils acceptent. Ils sont dans une démarche de progrès et ils sont transparents, ils le disent. Ils disent quelles sont les zones d'ombre. Parce qu'on ne peut pas changer un process industriel en l'espace de 2 ans. C'est pas aussi simple. Parfois, il faut 5 ans, parfois, il faut 10 ans. C'est long. Mais ce qu'il faut dire, c'est quelle est ma démarche, où je veux aller, pourquoi je le fais. Et je vous dis ce qui ne va pas et ce qui va. Et ça, c'est gagnant à 100%. Vous créez une relation affective avec vos clients et vos collaborateurs, c'est extraordinaire. Botanique le fait très bien. Botanique, c'est une jardinerie, concurrent de Jardiland, de Truffaut, etc. Chez Botanique, c'est en 2007 ou 2008, ils ont passé le cap du développement durable, ils se sont dit on va arrêter de faire de la jardinerie classique, on va aller sur le terrain du naturel, de la durabilité. Donc ils ont commencé par enlever le PVC des rayons, ils ont commencé par organiser des conférences de philosophie, de questions sur l'environnement, à ouvrir des bars dans des lieux de convivialité dans leur lieu de vente. Et puis, il y a une question qui s'est posée il y a 3 ans, qui était, est-ce que Botanique, en tant que marque engagée, en tant qu'entreprise engagée pour l'environnement, peut continuer à vendre du Roundup? Est-ce qu'on peut vendre du désherbant Roundup quand on est engagé pour l'environnement? La réponse, on la connaît. Le Roundup, ça n'a jamais vraiment nourri les poissons. Eh bien, la problématique, c'est que économiquement, en arrêtant de vendre du Roundup, il y avait un manque à gagner de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros quand on est chef d'entreprise, c'est beaucoup d'argent, comme on dit. Et qu'est-ce que je fais? Où je mets mes convictions? Est-ce que je m'assois dessus parce qu'il y a 2 millions d'euros, je vais perdre? Et c'est là où il y a le test de l'engagement. Il y a chez Botanique, c'est une entreprise familiale, ils ont dit « Ok, on sort le Roundup. Tant pis pour les 2 millions d'euros. » Parce qu'on n'a pas le choix. C'est soit on s'engage, soit on ne s'engage pas. Mais si on commence à vendre du Roundup en étant engagé, on est mort. Personne n'y croira et ça ne marchera pas. Et tout notre business model s'effondrera, et ils ont eu raison. Parce que les consommateurs, les clients ont plébiscité en disant « C'est courageux, c'est super, on vous accompagne. » Ils ont eu du buzz sur Internet, ils ont eu de la communication, ils ont eu des retombées presse. Ils ont tout gagné. Donc il ne faut pas avoir peur de se couper le doigt par souci de cohérence et d'engagement. C'est évident. Vous ne pouvez pas tenir un discours d'engagement en faisant le contraire dans l'entreprise. Ce n'est pas possible. Ça, c'est ce qu'on appelle du greenwashing, la peinture verte sur la vitrine. C'est terminé, ça ne marchera plus.
Plus les gens sont connectés, plus ils sont informés, moins il y aura de greenwashing. Et c'est déjà en train de se terminer. Il y a des groupes très engagés comme Léa Nature. Léa Nature, c'est un groupe à La Rochelle qui est un gros producteur d'agroalimentaire bio pour la grande distribution. Et Charles Kloboukov, le patron de Léa Nature, moi j'aime beaucoup cet homme-là parce que quand vous le rencontrez, alors il n'est pas parfait, hein, comme tout le monde, il a ses zones d'ombre, mais il a un engagement très fort, c'est un militant, c'est un chef d'entreprise militant. Et quand il prend la parole en public, il dit « Chez Léa Nature, on a un triple objectif. » Enfin, on a deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est d'apporter du bien-être à nos collaborateurs. Donc, il a créé une entreprise pour d'abord apporter du bien-être autour de lui. Premier objectif. Deuxième objectif, préserver la biodiversité, soutenir l'agriculture française biologique. Troisième objectif, il faut qu'on fasse tout ça avec une contrainte qui est la rentabilité. Parce qu'il n'y a pas de durabilité sans rentabilité. Et donc il a un triptyque autour duquel il est obligé de tourner tout le temps, parce que c'est pas simple au quotidien, croyez-moi. Des fois l'économie ne reprend le pas sur le reste, donc il faut tout le temps avoir quelqu'un qui vous ramène sur les questions fondamentales. C'est pourquoi je travaille, pourquoi je fais ça, et est-ce que c'est rentable. Et donc il n'a pas tourné son entreprise vers un objectif de rentabilité, il a tourné vers un objectif de préservation de l'environnement, de bien-être, tout ça dans un environnement rentable, ce qui est bien normal. Le développement durable n'est pas opposé à la rentabilité, au contraire. S'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de durabilité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous partez dans des filières soutenables écologiquement et socialement, il ne s'agit pas de renoncer à l'argent. En France, on oppose les choses. On est dans le ou, on n'est pas dans le et. On oppose tout le temps. Il s'agit de se dire comment je peux gagner de l'argent, comment je peux être rentable, tout en étant respectueux de l'environnement et du sociétal. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est tellement plus entraînant, motivant et différenciant en termes de positionnement que vous avez tout à gagner. Mais c'est un vrai travail au quotidien d'un triptyque tout le temps en tête. Une marque qui a été créée récemment, qui est très intéressante aussi, Piola. Alors Piola, ça va vous parler, deux jeunes entrepreneurs de 26 ans. Ils sortent d'école, il y en a un qui a fait un stage dans une ONG au Pérou, à 24 ans, son copain le rejoint et ils se disent faut qu'on fasse quelque chose pour aider les Indiens péruviens là, qui crèvent de faim, ils n'arrivent plus à vivre d'agriculture, il faut qu'on les aide. Et ils décident de créer des chaussures, une marque de chaussures. Ils ont créé Piola, et leur modèle économique est extrêmement simple. Ils disent tout est transparent. Sur Internet, ils mettent tout le process. Ils vous disent ça c'est propre, ça c'est bio, ça c'est écologique, ça c'est pas polluant. Par contre, le traitement du cuir, c'est polluant, on n'a pas de solution. Bon, l'arsenic, on ne le remet pas dans la nature, on le récupère. Mais on vous le dit, tout n'est pas bio chez Piola. On fait le maximum. Et à l'arrivée, quand vous achetez une paire de Piola à 90 €, 75 € selon les modèles, vous n'achetez pas que des chaussures, vous achetez des chaussures et des valeurs. Vous soutenez une agriculture paysanne au Pérou tout en achetant des chaussures. On est dans le « et ». C'est pas l'un ou l'autre. Du bio de mauvaise qualité, ça n'a aucun intérêt, ça ne se vendra pas. Des chaussures moches, ça peut être solidaire et équitable. Si elles sont moches, personne ne les vendra, personne ne les achètera. Il faut être dans le « et », il faut réconcilier le design avec le sociétal et l'environnemental, ce qu'on appelle l'éco-design. Il faut toujours avoir ce triptyque en tête. Et ça, c'est le modèle économique de demain dominant. Et on est loin du Nike, just do it, où là, oui, on fait de la chaussure, mais dans des conditions, vous connaissez les conditions déplorables. Et ce qui est intéressant, c'est que cette recherche de valeur et de sens, elle ne peut que s'accentuer. Et ça va pousser l'entreprise. Alors là, on va refaire de l'économie et de la finance. Vous connaissez le concept de création de valeur cher à Milton Friedman. Milton Friedman, pape de la pensée libérale américaine. Milton Friedman, concept de création de valeur. L'entreprise doit créer de la valeur pour les actionnaires, lesquels redistribueront. En fait, on se rend compte dans les faits que la création de valeur, ça nous amène à quoi? Aux excès financiers qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'est une création financière de valeur. Et demain, que ce soit vous soyez dirigeant ou cadre dans les entreprises, il va falloir que vous appreniez et que vous essayiez, parce que ce n'est pas simple au quotidien, de créer des valeurs. Et créer des valeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer de la valeur sociétale, environnementale et économique. Et les trois en même temps, et pas l'un ou l'autre. Et il y a un modèle qui est complètement à l'encontre de ça, mais qui fait un carton mondial, mais c'est en train de se casser la figure, c'est Apple. Apple, ça fait 2-3 ans que j'ai dit aux gens, vous allez voir, ça va s'effondrer ce modèle, parce que c'est un modèle du XXe siècle. C'est une formidable machine à cash, Apple. Il n'y a pas meilleur qu'Apple pour faire du cash. Ils gagnent 50 milliards de dollars par an, quelque chose comme ça, c'est énorme. Mais Apple a complètement écarté son engagement, sa responsabilité sociétale et sa responsabilité environnementale. L'environnement, on en parle peu chez Apple, et le sociétal, avec les usines Foxconn, on connaît l'histoire, où les gens sont dans des conditions de travail apparemment assez épouvantables. Et Apple s'en préoccupe guère, un peu, mais pas plus que ça. Parce qu'il ne voit pas l'intérêt. Tim Cook, le dirigeant actuel d'Apple, il ne voit pas l'intérêt de faire du sociétal et de l'environnemental. Il y a quelques poils à gratter dans le monde qui dénoncent les conditions de travail d'Apple, mais finalement, ils se vendent tellement bien, ces iPhones, ces iPads, pourquoi ils changeraient? Ils continuent sur un modèle du XXe siècle, création de valeur, création de valeur, création de valeur.
Mais ça commence à changer. L'année dernière, sur un blog, il y a ce jeune Mark Shields qui a lancé une pétition pour dénoncer les conditions de travail. Et c'est extrêmement intéressant parce que Mark Shields est ce qu'on appelle un Apple addict. C'est un fan d'Apple. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit Apple? Il lance un cri d'amour en disant « Voilà le problème, vous êtes Apple, vous êtes supposé penser différemment. » Parce que c'est leur slogan. « Je veux continuer à aimer vos produits parce qu'ils ont changé le monde, parce qu'ils ont commencé à changer ma vie. Mais quand j'achète vos produits, je ne veux pas que ça soit au détriment d'humains qui souffrent. » C'est un super beau cri d'amour. Il leur dit « Faites en sorte que je vous aime encore dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. » C'est un appel au changement d'Apple, un appel à une entreprise responsable. Et est-ce que Apple l'a entendu pour l'instant? Pas du tout. Ça viendra peut-être avec le prochain dirigeant, parce que comme Tim Cook a des problèmes en bourse, avec son cours de bourse, ils vont finir par avoir sa tête, mais il n'est pas sûr qu'il ait un successeur plus responsable. Mais Apple est typiquement en bout de course. Pourquoi? Parce qu'ils se sont enfermés dans une course à la technicité, ou toujours plus, une forme de cupidité, de boulimie, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est quoi la suite maintenant? C'est le mythe de la croissance infinie qui s'effondre, ni plus ni moins. Apple est un bel exemple d'une croissance infinie qui s'effondre. Ça ne peut pas durer. Et la seule façon pour eux de rebondir aujourd'hui, c'est d'aller sur le terrain du sociétal et de l'environnemental. Et là, ils feront un carton. Mais je ne suis pas sûr qu'ils le feront. Je pense qu'il y a un challenger chinois ou indien qui va débarquer, qui va le faire avant eux. Regardez Samsung, le parcours qu'ils ont fait ces dernières années, c'est colossal. Si Samsung rajoute une couche sociétale environnementale sur ses smartphones, Apple au tapis, terminé. Parce que technologiquement, ils n'ont presque plus rien à envier. Et en créant du sociétal et de l'environnemental autour de la marque Samsung, ils créeraient une communauté, ils créeraient de l'affecto-societatis. On commencerait à aimer la marque pour son engagement. Vous voyez, c'est énorme ce que ça peut changer. Et donc, en tant que dirigeant ou futur cadre, il va falloir bien comprendre que l'entreprise va devoir repenser sa responsabilité. On parle beaucoup de RSE, responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise. Mais quand on parle de RSE aujourd'hui en Occident, on a tendance à limiter la RSE à quoi? Eh bien, à qu'est-ce qui se passe dans les murs de l'entreprise, et tout ce qui se passe autour, on s'en moque pas mal, ça ne concerne pas vraiment l'entreprise. Et vous avez pourtant des ONG qui tirent la sonnette d'alarme en disant c'est bien beau, Zara, Lacoste, vous faites des super trucs, que vous vendez pas trop cher ou cher, ça dépend de la marque, mais il faut voir les produits que vous utilisez pour faire vos jeans, vos tissus. Vous polluez la Chine, vous polluez la Thaïlande, vous polluez le Bangladesh, vous polluez tout le monde. Donc, en tant que marque, vous ne pouvez plus faire ça. Arrêtez d'aller chez Zara, chez H&M, parce que vous empoisonnez les enfants, vous empoisonnez l'environnement. C'est-à-dire que toutes les grandes marques sont obligées de repenser leur responsabilité sociétale environnementale. Et l'étape suivante, alors là on parle à un horizon 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est que moi je suis convaincu que dans quelques années, on va aller vers ce qu'on appelle une comptabilité verte. On va donner un prix aux vivants. Aujourd'hui, la pollution n'a pas de prix. Qui va payer la pollution à Pékin et à Shanghai actuellement? Est-ce que c'est vous, moi, qui consommons les produits fabriqués là-bas? Ou est-ce que c'est le citoyen chinois qui va payer? Qu'est-ce qui serait le plus juste? Le plus juste, c'est qu'on paye tous notre part de responsabilité. C'est ce qu'on appelle les flux indirects, les flux cachés. Derrière tout bien de consommation qu'on a dans les mains, il y a un coût environnemental derrière, à payer. Qui le paye aujourd'hui? Personne. Les gens malades le payent, de leur santé. Mais personne n'a mis de prix sur la pollution et sur le vivant. Quand on mettra un prix sur le service rendu par les abeilles pour la pollinisation des vergers, eh bien ce jour-là, on arrêtera de tuer des abeilles et de faire n'importe quoi. Mais tant que l'abeille travaille gratuitement, eh bien on ne s'en préoccupe pas. On fait des pesticides qui peuvent les décimer. C'est extrêmement important la comptabilité du vivant. Parce que quand on va se rendre compte qu'il n'y a plus assez d'abeilles, qu'il n'y a plus assez de pollinisation, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme dans certaines régions de Chine où on pollinise à la main. Bon courage. Il faut du monde. Alors ça va créer de l'emploi. Vous voyez, ça coûtera combien de polliniser à la main? Les abeilles nous rendent ce service gratuitement. Et ça, on n'en a pas conscience. On en revient toujours au besoin de se réconcilier. Et ça veut dire que dans l'entreprise, il va falloir intégrer une démarche globale, transversale, on appelle ça la complexité, une démarche complexe, il va falloir passer au « et ». Il va falloir arrêter de faire de la performance économique, et puis quand on a le temps, un peu de performance environnementale, c'est-à-dire qu'on s'interroge un peu sur nos impacts collatéraux, et puis s'il reste un peu d'argent, du sociétal, le social on le fait par la réglementation, mais du sociétal, c'est-à-dire des choses auprès des écoles, des collectivités, auprès de son territoire. Et on les traite séparément aujourd'hui dans le modèle du XXe siècle. Dans le modèle économique qui est en train de prendre forme, il faut traiter les trois ensemble de manière indissociable. C'est-à-dire que tout dirigeant d'entreprise, avant de prendre une décision d'investissement, il devrait dire quel est mon retour sur investissement.
Je suis dans le vert, ok. Quel est mon impact environnemental? Je suis dans le vert, c'est bon. Quel est mon impact sociétal, social? Je suis dans le vert. Les 3 critères sont réunis, je fonce. Je crée des valeurs, du bien-être, de la différenciation, etc. Si j'ai que le critère économique qui est au vert, c'est le monde dans lequel on est depuis une cinquantaine d'années, on voit ce que ça donne. Ah oui, on crée de la valeur, mais elle n'est pas forcément redistribuée, il n'y a pas forcément de bien-être, on parle de mal-être au travail, on parle de tas de problèmes, on consomme des médicaments, des antidépresseurs qu'on n'a jamais consommés en France. Pourquoi? Et finalement, c'est un modèle qui n'est plus tenable. Donc on va passer un triptyque vertueux, il faut traiter les 3 ensemble, et on en vient à la logique de développement durable. Je vous rappelle que c'est l'intersection des 3 cercles. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les 3 en même temps, c'est le « et ». Pensée complexe, l'économie a un impact sociétal, environnemental, l'environnemental a un impact économique et sociétal. On pense tout ensemble. Et là, vous aurez un tableau de bord soutenable et créateur de valeur dans les prochaines années. Je vais m'arrêter parce qu'il est déjà tard, pour vous laisser le temps de poser des questions, éventuellement. Juste, avant de m'arrêter, pour montrer à quel point les entreprises qui n'ont pas pris conscience de cette nécessaire globalité, sont dans l'erreur. Celles qui sont dans l'erreur, comme par hasard, c'est les très grandes entreprises. Il y a beaucoup de très grandes entreprises qui croient encore pouvoir duper le consommateur, duper le client, en lui mentant. H&M, North Face, The Other Face. Vous avez Walmart, qui est quand même le champion du mensonge. Enfin, ça n'engage que moi de dire ça, hein, surtout ces diffuseurs. Walmart, qui sont quand même les champions du greenwashing, qui ont vendu du faux cochon bio en Chine en se disant ça passera. Mais ils prennent vraiment les gens pour des idiots. Il y a toujours un clavier qui se met en place et les gens dénoncent. Et Walmart a été sorti de tous les magasins Carrefour chinois. Et heureusement, c'est du mensonge, vendre du faux cochon bio. Et vous avez une entreprise qui récemment a été épinglée par les ONG, c'est Mattel. Pour gagner 3 francs 6 sous sur ces poupées Barbie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient de la pâte à papier issue de forêts gérées non durablement, donc de la pâte à papier sauvage, bas de gamme, pour emballer la poupée. Pour gagner quoi? 5 centimes à l'arrivée par poupée? Alors qu'il suffisait de faire un papier de qualité, issu de forêts gérées durablement, ils n'auraient pas été attaqués. Le risque réputation est devenu énorme du fait des réseaux sociaux, du fait du pouvoir latéral. On ne peut plus mentir, sinon on s'expose. Puis il y a ce petit clip que j'aime bien, je le passe souvent, c'est sur Nestlé, qui donne des leçons de marketing, qui a changé depuis parce que Greenpeace leur est tombé dessus. Et vous allez voir ce petit clip, c'est sur l'huile de palme bien sûr. Voilà. Voilà. La latéralité, c'est ça, vous l'aurez compris. La latéralité, c'est une multinationale qui met un logo Max Havelaar sur son packaging en pensant que c'est bon. Ils sont dans le marché du sens, dans l'engagement. Ils répondent aux attentes du consommateur en mettant un petit logo. Ils se sont complètement plantés. Et c'est pas de leur faute. Moi, je ne leur jette pas la pierre. C'est parce que dans un modèle économique, où comment on fabrique ces petites barres chocolatées, eh bien, on prend l'huile la moins chère sur les marchés internationaux. Et l'huile la moins chère, c'est l'huile de palme. En plus, elle a une plasticité utile dans l'agroalimentaire. Et on ne se préoccupe pas d'où vient l'huile de palme, c'est pas leur job, ils ne sont pas producteurs d'huile. Donc ils passent par un intermédiaire qui s'appelle Sinarmas, un intermédiaire indonésien, qui est le premier producteur d'huile de palme au monde, qui lui, les orang-outans, c'est pas son problème, il est là pour... Il y a une demande mondiale, il y va. Hein. Et puis en plus, ça crée de l'emploi local, ça fait travailler les gens. Et ils fournissent l'huile de palme à Nestlé. Et en bout de chaîne, il y a des Occidentaux qui disent « Mais comment vous pouvez déforester, massacrer des orang-outans pour qu'on ait notre petite barre de chocolat ?» Alors que pour quelques centimes de plus, vous mettez de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, on peut remplacer l'huile de palme. Mais ça va coûter un peu plus cher. Mais il faut peut-être l'expliquer aux gens. C'est ce qu'on appelle de l'engagement. Et Nestlé n'avait pas compris ça. Et il commence à le comprendre. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout un modèle économique à repenser. Et je m'arrêterai sur cette belle phrase de Philippe Laget, qui en 2008 me disait, quand je l'avais interviewé pour mon livre, « En tant que dirigeant, futur dirigeant, on a 3 bonnes raisons de s'engager davantage.
parce que les choses, vous pouvez les changer, vous pouvez changer le monde en tant que cadre, dirigeant d'entreprise, vous avez un vrai pouvoir, parce que la société le demande de plus en plus, c'est le pouvoir latéral, c'est l'engagement, l'attente de sens, et enfin parce que c'est l'intérêt bien compris de l'entreprise, c'est là que seront les marchés de demain. Les gens qui ne s'engagent pas, ils vont passer à côté du marché. Je dis souvent aux dirigeants d'entreprise, si vous ne vous engagez pas, vous êtes en train de faire du télégraphe alors qu'Internet arrive. Faites du télégraphe. On verra le résultat dans quelques années. Là, je m'arrête là et je suis prêt à répondre à toutes vos questions si vous en avez. Merci.